Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous. Je m'appelle Olivier Delagarde, je suis habituellement journaliste à France Info et donc vraiment ravi d'être à ici les Moulineaux depuis le temps que je prends le métro direction mairie d'Issy. Enfin, je découvre la mairie d'Issy, un bâtiment magnifique construit par le même architecte que l'Élysée, avec sa war room dans laquelle nous sommes, la salle de crise d'André Santini. Mais c'est pas pour parler de mes aventures métropolitaines, mais pour parler bien des enjeux de la métropole du Grand Paris qu'on est ensemble. Présentation de ce que l'on appelle le SCOT, ce schéma de cohérence territoriale dont on va expliquer d'ici quelques minutes un peu mieux les tenants et les aboutissants. C'est l'avant-dernière réunion publique, avant-dernière de 12. Tout avait commencé le 15 mai dernier. On était à Nogent, on a parlé du risque inondation, puis nous sommes allés à la Halle Pajol, dans le 18e arrondissement de Paris, où nous avons évoqué les questions de nature en ville. Ensuite, on a posé nos valises à Clichy-sous-Bois pour débattre de la rénovation, du renouveau des quartiers en difficulté. Étape suivante, nous étions à Suresnes pour parler logement. À Sceaux ensuite, où nous avons eu une belle réunion publique sur la transition énergétique. Ensuite, on est allé dans un endroit tout à fait étonnant que je vous conseille si vous ne le connaissez pas, la fabrique du métro. C'est à Saint-Ouen. On découvre ce que va être le Grand Paris Express. C'est absolument passionnant. On a évidemment parlé transport, puis à Pantin pour tenter de trouver des solutions aux déséquilibres métropolitains. Après, à Thiers, dans le sud, où nous avons débattu d'économie circulaire. Puis la semaine dernière, on était à Gennevilliers pour évoquer le Grand Paris de la ville productive et marchande. Puis au Bourget pour parler culture et patrimoine. Et nous voici donc enfin ici pour parler innovation. On pourrait dire que c'est sans doute un des défis peut-être les moins compliqués à relever de la part de la métropole, puisqu'elle est déjà un des leaders européen, pour ne pas dire mondial, en matière de numérique et d'industrie créative. Les activités liées à ces activités regroupaient 514 000 actifs, chiffre de 2012, qui donc doit être encore un peu plus important aujourd'hui. C'était 13% de l'emploi total de la métropole. Alors, comment favoriser la croissance de ces emplois? Comment favoriser ces activités? Comment les pérenniser? Eh bien, ça va faire l'objet de cette réunion publique avec vous. Évidemment, dans la salle, vous allez avoir la possibilité de poser des questions, mais aussi avec tous les internautes qui nous suivent en streaming et qui sont assez nombreux sur le site de métropolegrandparis.fr/Scott. Je salue les internautes. L'idée, véritablement, de ces réunions publiques, c'est de vous donner la parole, de vous donner la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez. Vont prendre place à cette tribune des experts, des élus qui vont répondre à toutes vos questions. Et puis d'ailleurs, les internautes, vous aussi, vous pouvez poser vos questions sur le compte Twitter de la métropole, le hashtag ScottMGP, MGP comme métropole du Grand Paris. Tous vos messages arrivent sur cette tablette et moi, je me fais votre interprète auprès de nos experts et élus. On va tout de suite demander à André Santini, qui nous accueille, maire d'Issy les Moulineaux, ancien ministre, vice-président délégué à la stratégie économique, de venir me rejoindre à cette tribune pour venir nous dire un petit mot d'accueil. Sous vos applaudissements quand même. Parce que vous comprenez bien qu'André Santini, il est ému, il n'a pas l'habitude de parler en public. Donc évidemment, est-ce qu'il y a un micro-main qu'on pourrait me donner? Ça évitera de se plier en quatre. Ah, super, merci beaucoup. Cher André Santini, merci de nous accueillir dans cette superbe mairie. C'est une superbe mairie. Allez-y, regardez, parlez. C'est une superbe mairie maintenant. Quand je suis arrivé il y a 40 ans, c'était ici les Moules, quoi. Et aujourd'hui, je rencontre plein de gens qui me disent, vous savez, quand j'ai dit à ma femme, on va aller à Issy-Moulineaux, tu n'y penses pas, et puis aujourd'hui, elle veut plus partir, la femme. Alors, je suis très heureux de vous être ici même. Vous êtes dans une salle qu'on a creusée. On entend bien le métro d'ailleurs. Hein. Oui. Ah oui. Il y en a qui se plaignent du prochain métro, je leur dis, mais moi je l'entends tous les jours. Et puis,
Quand on est dans le cœur de ville, c'est l'endroit où ça coûte cher. Alors il faut ou monter ou creuser. Nous, on a fait les deux. Et vous l'avez dit, c'est Étienne Louis Boullé, un très grand architecte, révolutionnaire, tellement révolutionnaire qu'il a fait peu de choses. Il a fait l'Élysée, c'est quand même bizarre, qui ne s'appelait pas l'Élysée bien sûr, et il a fait le cénotaphe de Newton. Et ça, on voit ce cénotaphe de Newton partout, en France, à l'étranger. C'est du Jules Verne, avant Jules Verne. Et ce type était un visionnaire extraordinaire. Alors c'est lui qui a fait ici ce petit palais. Quand je suis arrivé, on ne le savait pas. Tout ça n'existait pas, c'était recouvert de plaques plâtre et de contreplaqué, parce que les communistes étaient là, et chacun sait que les communistes sont discrets. Donc ils avaient recouvert ce cloître, par exemple, qui a été à un moment le couvent des oiseaux, ils l'avaient recouvert. Personne ne savait que c'était le plus grand monument historique de la ville. Alors on a tout cassé, puis je dis au point où on en est, bon on va creuser. Hop, on l'a creusé, on n'a rien trouvé. On attendait des squelettes, on a juste trouvé une citerne. Du pétrole? Non, on avait plus, des idées tout juste. Et après, quand on a attaqué le fort, j'étais le spécialiste, puisqu'on a creusé, on a fait la géothermie, la collecte pneumatique et tout. Et aujourd'hui, ça marche très bien. Et à côté, qu'est-ce qu'on fait? Un trou encore. C'était le CNET, le centre de recherche. Parlez bien dans le micro. Oui. Alors ça, au fort, on a mis 14 ans à négocier. Et ici, on a mis 14 ans à négocier. En Asie, le chiffre maudit, c'est le 6. Ici, c'est 14. On négocie avec les mêmes plumes, les mêmes incapables, incompétents. Quand vous avez 12 ingénieurs de l'armement pour un fort, vous leur dites, est-ce qu'il y a encore des obus? Il y en a 4 qui disent oui, il y en a 4 qui disent non, et 4 qui disent peut-être. Avec ça, on est renseigné. Et à la sortie, ils vous disent, c'est 66 millions. Donc, il faut payer quand même. Ça, ils sont d'accord pour qu'on leur apporte un peu. Alors, vous êtes donc dans une ville qui a relevé beaucoup de défis urbanistiques. Le secret, c'est des grands architectes. On a Villemotte, on a 2% Parc, on a Liberskin, on a Winnie Maas, enfin tous les grands architectes sont présents. J'ai même découvert un Mexicain l'autre jour qui fait le siège de Nestlé, qui va être délirant avec des voiles, etc. Les gens sont très sensibles à ça. L'architecture est un élément de progression, un élément de respect. Ils disent, on fait une belle ville et c'est pour nous. Et puis après, vous attirez les entreprises. Quand dans le même quartier, vous avez Capgemini, ils sont que 215 000, ils viennent de s'allier avec Altran, vous avez le siège d'Orange, vous avez Nestlé, vous avez ICANN, ça commence à être pas mal. Ça fait 15 000 emplois sur place, et il y en a 25 000 à venir. Donc, une ville qui a 70 000 habitants, 70 000 emplois, c'est les critères de l'ouvrier. On retrouve ces vieilles idées, et c'est pas idiot. On va continuer encore. Et surtout, il faut faire participer les gens à l'action. Aujourd'hui, on fait des réunions de quartier, on multiplie tous les éléments, les jardins. Il n'y a pas d'espace, il y a des espaces verts, mais sur les balcons maintenant, on met des jardins. Sur les terrasses des entreprises, on met des jardins avec de la bruyère, avec des ruches, vous avez senti ça un peu partout. Eh bien, il faut répondre parce qu'après, il sera trop tard. Si vous ne le faites pas, vous serez là encore en dessous. Et c'est pour ça que j'encourage Yvan et tous mes camarades pour le SCOT, parce qu'il faut une grande idée pour la métropole. Alors ça me fait une transition formidable, Yvan Santi, parce que vous vouliez me redonner la parole, André Chétini, hein, c'était bien ça. Que je rappelle un petit peu que la métropole du Grand Paris, c'est 131 communes en Île-de-France. En gros, les frontières de la métropole, c'est assez simple, ça s'arrête quand vous commencez à avoir des champs. Tant que c'est des maisons et tant que c'est de l'habitat très dense, c'est la métropole du Grand Paris. Et puis, la métropole, c'est pas tout. Il s'agit d'assurer une cohérence. Pourquoi cette métropole, finalement, si j'ai bien compris? C'est qu'il fallait trouver une échelle, une entité administrative qui puisse aller au-delà des simples communes, évidemment, aller même au-delà des départements qui la composent, mais qui ait cette cohérence, une plus grande cohérence que la région, qui est à la fois, évidemment, terre agricole et puis une terre assez dense. Et c'est pour ça que cette métropole sert à quelque chose. Et puis, il fallait bien donner cette cohérence dont on parlait, d'où ce schéma de cohérence territoriale. À quoi sert-il? Comment est-il fabriqué?
Eh bien écoutez, comme j'expliquerai mal, on va regarder ensemble un petit film de 10 minutes qui est lui absolument lumineux et on se retrouve juste après. Applaudissements. Avec 131 communes, 12 territoires et plus de 7 millions d'habitants, la métropole du Grand Paris fait partie des grandes métropoles mondiales. Et comme toutes les métropoles, elle doit se développer tout en assurant la qualité de vie de ses habitants. Alors pour ce faire, la métropole du Grand Paris travaille sur un SCOT métropolitain. Un quoi? Un schéma de cohérence territoriale métropolitain. C'est un document qui organise le développement de la métropole pour les 15 à 20 ans à venir. Le SCOT ne va pas se faire en un jour. Il est le fruit d'un long processus. Il est élaboré par les élus de la métropole, des communes et des territoires, avec la participation des habitants, des entreprises, des associations, des experts et des techniciens. La concertation avec tous les métropolitains permettra d'alimenter le projet qui sera approuvé définitivement en 2020. À terme, le projet sera voté par l'ensemble des 209 conseillers métropolitains. C'est un document d'urbanisme qui mettra en cohérence les politiques publiques métropolitaines d'aménagement et de développement que devront respecter les communes et les territoires. Le diagnostic remis dans un premier temps aux élus a mis en avant 3 grands défis pour l'avenir. Garantir une métropole rayonnante et attractive, assurer une bonne qualité de vie à tous et répondre aux défis environnementaux. La métropole du Grand Paris est la première destination touristique au monde. Centre culturel international, elle a accueilli 24 millions de visiteurs en 2017. Avec 3 aéroports sur son territoire ou à proximité, elle est au cœur des échanges entre la France, l'Europe et le monde. Les grands équipements actuels ou en projet, comme les universités ou le futur centre aquatique olympique, participent également à son rayonnement et à son attractivité bien au-delà de ses frontières. Véritable moteur économique, la métropole génère à elle seule près du quart de la richesse française. Un dynamisme qui se retrouve dans la grande diversité de ses secteurs d'activité, notamment l'innovation, la recherche, la santé, toutes les formes d'industrie, la logistique, la finance, les médias et la culture, mais aussi par la présence de grands quartiers d'affaires. Cette économie diversifiée est toutefois marquée par des déséquilibres territoriaux importants, avec des taux d'emploi qui vont du simple au quadruple selon les territoires. La métropole, et plus largement l'Île-de-France, est aussi la première région logistique de l'Hexagone. 450 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année, majoritairement par route. Ces flux de transport routier importants induisent une congestion croissante et impactent la qualité de l'air au quotidien. La métropole du Grand Paris concentre près de 60% de la population d'Île-de-France et près de 70% des emplois. Si son rythme de croissance se poursuit, sa population pourrait atteindre près de 7,5 millions d'habitants en 2035. La métropole du Grand Paris doit se donner les moyens d'accueillir l'ensemble de sa population, étudiants, jeunes actifs, familles, retraités, et leur garantir un cadre de vie de qualité. Le logement est aujourd'hui une question cruciale pour les métropolitains. La métropole doit permettre à l'ensemble de ses habitants de trouver à se loger sur son territoire à des prix raisonnables et adaptés. Le rééquilibrage de l'offre sur le territoire métropolitain et la construction de nouveaux logements, notamment sociaux, sont des enjeux majeurs. L'État impose un objectif de 38 000 logements neufs par an, dont une part significative de logements sociaux. Quant au réseau de transport en commun métropolitain, s'il atteint aujourd'hui ses limites, de nombreux projets sont en cours pour l'améliorer et le développer. Avec les futures lignes du Grand Paris Express, plus de 60 nouvelles gares vont être créées qui faciliteront les déplacements dans toute la métropole. Ce développement urbain ne doit pas pour autant se faire au détriment des espaces verts et naturels qui participent de la qualité de vie et de la construction d'une métropole résiliente. Logement, activité économique, déplacement, consommation. Le mode de vie urbain impacte directement notre environnement et notre santé. La métropole a donc mis en place le plan climat-air-énergie métropolitain qui prévoit de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Quant à la pollution de l'air, elle entraîne une surmortalité de 6600 décès par an. Dès juillet 2019, la métropole va instaurer une zone à faible émission dans le périmètre de l'A86 sur 79 communes pour limiter l'accès aux véhicules les plus polluants. La qualité de vie des métropolitains peut aussi être impactée par d'autres nuisances comme le bruit, la pollution liée à certaines activités industrielles
ou encore les risques naturels, comme les canicules ou les inondations. Pour répondre aux défis environnementaux et prévenir les risques et nuisances, il est aujourd'hui indispensable de repenser l'organisation et le fonctionnement des villes, ainsi que la conception des bâtiments. Il faut rendre l'espace public plus paisible, mieux gérer les ressources en eau et en énergie, et sauvegarder les espaces verts et agricoles. Aujourd'hui, seuls 14% de la métropole est occupée par les milieux naturels. Enfin, la métropole se lance le défi de la gestion des déchets, avec l'objectif de traiter la moitié des déchets présents sur le territoire d'ici 2020. Ce diagnostic a été largement partagé par les habitants lors de la tournée du bus du SCOT de mai à juillet 2018. Ils se sont particulièrement exprimés sur la nature en ville, les transports et les équilibres territoriaux. Avec le projet d'aménagement et de développement durable, les élus métropolitains ont affirmé 12 grandes orientations prioritaires. Conforter une métropole polycentrique, embellir la métropole et révéler les paysages, permettre aux quartiers en difficulté de retrouver une dynamique de développement, s'appuyer sur les nouvelles technologies et les filières d'avenir, mettre en valeur la singularité culturelle et patrimoniale de la métropole, offrir un parcours résidentiel à tous les métropolitains, agir pour la qualité de l'air, renforcer l'accessibilité de tous à tous les lieux en transport en commun, conforter les fonctions productives et la diversité économique de la métropole, suivre une stratégie ambitieuse d'économie circulaire et de réduction des déchets, organiser la transition énergétique, maîtriser les risques et lutter contre les dégradations environnementales. Véritable projet politique, ces 12 grandes orientations vont se traduire concrètement en règles d'urbanisme à travers le document d'orientation et d'objectifs, DOO. Un document qui servira de référence aux plans locaux d'urbanisme des communes et aux plans locaux d'urbanisme intercommunaux des territoires de la métropole. Aujourd'hui, ce sont ces 12 grandes orientations, ces 12 grands paris de la métropole qui vous sont présentés. Vous pouvez les découvrir sur notre site dédié au SCOT, mais aussi à travers une exposition et les documents mis à votre disposition pour une concertation inédite. À travers des visites de sites exceptionnels, des rencontres et 12 réunions publiques sur tous les territoires de la métropole, vous êtes tous invités à participer à ces grands paris. 12 grands paris qui vont construire l'avenir de la métropole pour une métropole plus attractive, plus équilibrée, plus durable. Je vais demander aux participants donc à notre réunion publique, j'ose pas dire table ronde parce que cette tribune n'est absolument pas ronde. André Santini, Yvan Itzkovitch, Éric Le Gall, Jean-Marie Bourgogne et puis Daniel Georges Courtois. Et pendant qu'ils s'approchent, je vais vous les présenter. D'abord en commençant par nos deux experts, Éric Le Gall qui est le directeur général d'ICI Média. ICI Média, c'est la SEM qui est chargée de la communication et des technologies de l'information de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Vous avez travaillé notamment sur la smart mobilité, mais sur plein d'autres choses. On a d'ailleurs pu découvrir ça cet après-midi. Jean-Marie Bourgogne qui s'installe à côté de moi, vous êtes délégué général Open Data France. Alors Open Data France, c'est une association de collectivités ou de membres associés qui souhaitent ouvrir leurs données publiques à des fins de transparence démocratique et de développement économique. Les élus André Santini, je ne vous le présente pas. Daniel Georges Courtois qui est au bout là-bas, qui est vice-président délégué au numérique et à la métropole intelligente. Et enfin, Yvan Itzkovitch, conseiller métropolitain. Vous êtes l'animateur du comité de pilotage de ce fameux SCOT. Vous êtes également maire adjoint de Rosny-sous-Bois. On va commencer avec quelques questions sur ce SCOT. Si on a bien compris les choses, le SCOT, c'est quoi? C'est de l'aménagement du territoire? C'est ce que faisait la DATAR autrefois à l'échelle de la France? Je dis autrefois parce que c'est plus très en forme la DATAR. Hein. Alors, la DATAR faisait de l'aménagement, mais la DATAR n'a jamais fait de SCOT. Parce que le SCOT, qui est un outil qui a été inventé par les législateurs dans les années 2000, mais en effet, je crois que si on voulait dire ce que c'est le SCOT en étant un peu concret et un peu vivant, on pourrait reprendre ce qu'a dit André Santini tout à l'heure, c'est une grande idée. C'est une grande idée sur l'aménagement d'un territoire. Alors, mais pourquoi on a besoin d'une grande idée? On a besoin d'une grande idée parce qu'on a des grands défis. Alors, on les a vus tout au long de ces réunions publiques. On a le grand défi de la qualité de l'air,
On a le grand défi des inondations, on a le grand défi La canicule, là, on l'a un peu vécu. on a le grand défi de la fraîcheur, des îlots de fraîcheur, on a le grand défi de l'emploi, et ça tombe bien qu'on soit ici Moulineau pour vous le dire, parce que on choisit pas les villes au hasard, et quand on vient dans une ville, on vient dans une ville parce qu'elle représente quelque chose. Et si on est ici aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux, c'est parce que depuis 40 ans, comme il l'a bien dit tout à l'heure, le maire, les élus ont impulsé une grande dynamique de développement avec des grandes idées. Ben, nous on pense, et c'est pour ça que, parce que vous l'avez présenté comme maire d'Issy-les-Moulineaux, mais André Santini est aussi un élément fondateur de la métropole du Grand Paris, et il travaille depuis un certain nombre d'années avec certains maires qui ont cette idée métropolitaine un peu chevillée au corps, qui est de dire, si on veut que les habitants de la métropole soient heureux, si on veut qu'ils puissent avoir du travail, si on veut qu'ils puissent avoir des loisirs, si on veut qu'ils puissent se déplacer correctement, il faut avoir des grandes idées et les mettre en œuvre. C'est pas écraser les maires, c'est pas faire à leur place, la preuve, mais c'est dire ces grandes idées, et notamment celles qui sont les bonnes dans certaines villes ou dans certains territoires, eh ben, il faut les reproduire à l'échelle métropolitaine. Mais vous croyez qu'il a besoin de vous, André Santini? Il en a plein des idées. Il a besoin d'une métropole et d'un SCOT pour unifier tout ça? C'est l'inverse, Olivier de Lagarde. Vous m'avez pas écouté. Ah. C'est la métropole qui a besoin des idées, notamment celles qui sont développées ici à Issy-les-Moulineaux par André Santini, parce qu'on pense que ce qui est repris à Paris sur certains thèmes, notamment celui des inondations, ce qui est repris ici sur, parce que on l'a pas dit, on a parlé d'emploi, mais à Issy-les-Moulineaux, on a aussi une grande dynamique sur le numérique, sur les smart cities, sur le smart grid, sur un certain nombre d'innovations qui sont. On va parler d'innovation choses, et dans cette salle, ça paraît tomber sous le sens quand on mais voit justement, Olivier de Lagarde, c'est pour vous dire que on n'est pas là pour, et justement, et c'est la logique de ceux qui n'ont pas compris le SCOT, c'est de penser qu'on va les écraser. Mais en réalité, ils s'écrasent eux-mêmes en ne voulant pas écouter. Et l'idée de pouvoir reproduire et de pouvoir mettre à l'échelle métropolitaine des choses qui sont faites dans certaines villes, dans certains territoires, c'est ça le SCOT. C'est la grande idée, les grandes idées, pour des choses qui dépassent les frontières administratives des communes. Je cite toujours cet exemple. Parce que sur l'emploi, il est moins évident. Quoique tous les gens qui travaillent, les 70 000 personnes qui travaillent ici à Issy-les-Moulineaux, n'habitent pas ici les Moulineaux. Ils habitent à côté, voire plus loin. Ils traversent parfois la métropole venant de territoires de l'Est pour venir travailler ici. Ça veut dire que ils ont déjà métropolitain. Ils habitent quelque part, ils travaillent ailleurs et peut-être qu'ils ont encore leur loisir dans un troisième endroit. Mais l'exemple le plus, je pense, concret sur ces histoires de métropole, c'est celui de la qualité de l'air. On parle depuis aujourd'hui, beaucoup de la zone à faible émission dans la métropole. Mais on se rend bien compte de quoi? Pourquoi c'est un grand défi? Pourquoi c'est un commun métropolitain? C'est que le nuage de particules toxiques qui est, comme par hasard, essentiellement sur la zone dense. Vous avez beau être le maire d'Issy-Moulineaux, si vous êtes tout seul à agir contre ça, et tout seul à prendre des mesures, premièrement, vous mettez en porte-à-faux vis-à-vis des autres territoires, et ensuite, vous n'êtes pas efficace, parce que les particules fines, elles connaissent pas les frontières administratives des villes. Elles vont bien au-delà. Et donc, il y a en cette plus idée quelques volutes métropolitaine... de cigares en ce qui concerne André Santini, si vous voulez, qui viennent. Eh bien justement, qui viennent elles ont vocation à s'ajouter dépasser les frontières, les limites administratives des communes. Donc la métropole, si on veut la résumer en un mot, en une expression, c'est une grande idée pour des grands paris qui traversent largement les communes, voire les unions de communes. Yvan Iskovitch, votre SCOT de votre métropole, est-ce qu'il s'impose aux mairies? Est-ce que vous avez des moyens de coercition? C'est pas une coercition. Si on veut imposer et faire naître une grande idée, il faut qu'elle puisse être appliquée. Si cette grande idée elle est appliquée à certains endroits et à d'autres non, il n'y a plus de cohérence. Or, ça s'appelle schéma de cohérence territoriale. Donc, le principe, il est un principe de compatibilité. C'est-à-dire que une fois qu'on aura adopté ce SCOT, schéma de cohérence, les maires, dans le cadre de leurs intercommunalités qui sont ce qu'on appelle les territoires, travailleront sur leur PLUI. Et leurs PLUI devront être compatibles avec le SCOT. Pas conformes, compatibles. Ça veut dire que, en fonction de l'histoire des territoires, des particularités, ils ont des marges de manœuvre. Et peut-être que le PLUI, quand il concerne la ville d'Issy-Moulineaux, ne sera pas celui de Montreuil, de Rosny-sous-Bois, du 15e arrondissement, si on parle du PLU de Paris. Parce que les territoires sont construits avec une histoire, avec une évolution, et il ne s'agit pas d'uniformiser la métropole. La cohérence, c'est pas l'uniformité. Donc rien ne s'impose, il n'y a pas de coercition, mais il y a une hiérarchie des normes à respecter. Et si on veut que cette idée, cette grande idée, elle soit promue au niveau métropolitain, et ben cette hiérarchie des normes, elle est essentielle. Un dernier mot, ce SCOT, vous êtes, je le disais, il y a 131 communes, ça fait autant de maires, encore plus d'élus qui siègent à la métropole. Vous arrivez à vous mettre d'accord, parce que ces élus, ils ont
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel politique. Ils ont les couleurs de l'arc-en-ciel, mais les clivages entre les élus au sein de la métropole ne sont pas des clivages partisans. Il y a des clivages. Il y a essentiellement un clivage entre ceux qui croient qu'ils sont bien tout seuls dans leur coin et qu'il faut qu'ils le restent, et tous ceux qui pensent que sans que leur légitimité du suffrage universel soit remise en cause, peuvent vouloir partager un certain nombre de choses avec leurs camarades métropolitains. Et je le disais, l'exemple, et il y a des exemples flagrants, on était à Gennevilliers il y a une semaine. On a visité le port de Gennevilliers, on a visité le port de Gennevilliers. Qu'est-ce qu'il nous dit le maire de Gennevilliers? Il nous dit, moi, je suis profondément métropolitain. Pourquoi? Parce que toute la logistique de la métropole, elle passe par moi. Alors tout le monde parle du dernier kilomètre, mais moi j'ai le premier kilomètre. Et le premier kilomètre, il n'est pas que pour les habitants de Gennevilliers. Alors on a posé la question dans la salle, mais qui n'a jamais acheté ici en ligne sur Amazon? Très peu de mains se sont levées, parce que tous les métropolitains ont certaines habitudes de consommation. Et ces flux logistiques qui arrivent à Gennevilliers, je pense exemple parce qu'il est marquant, ils profitent à toute la métropole. Donc le maire de Gennevilliers, il dit, moi, je suis profondément métropolitain parce que tout ça, il faut qu'on le réfléchisse ensemble. Voir comment on prévoit des zones d'entrepôt logistique, voir comment on organise la logistique du dernier kilomètre pour pas que ce soit la concurrence, la surenchère entre les territoires, notamment sur des entrepôts et des questions de spéculation foncière qui font que les GAFA, ceux qui vendent en ligne notamment, ont des gros moyens financiers. Et si les règles sont pas uniformisées, eh ben, il va y avoir une surenchère entre territoires, une concurrence entre territoires. Et vous allez avoir des territoires, des villes, où vous allez avoir des grands entrepôts logistiques qui vont pousser, et d'autres où il n'y en aura pas. Mais les flux seront les mêmes. Il faudra passer de l'entrepôt logistique au domicile du métropolitain qui a commandé son produit. Je donne cet exemple pour vous dire que, et pour faire le lien avec l'innovation, peut-être que dans 20 ans, la logistique sera plus la même qu'aujourd'hui. Qui aurait pu prévoir il y a 20 ans qu'on aurait 20 000 trottinettes électriques dans les rues? Personne. Même pas il y a 2 ans. Et pourtant, le SCOT, on l'élabore pour 15 ans. Donc il faut qu'on soit assez souple et assez agile pour dire, peut-être que dans 20 ans, quand on livrera en drone, parce qu'on est sur le territoire de l'innovation, alors autant le dire, quand on livrera en drone, il faudra peut-être que les règles soient adaptées à ce type de technologie. Donc, ce SCOT, c'est pas non plus quelque chose qu'on inscrit dans le marbre, c'est une grande idée qui a vocation à être un peu agile et un peu souple pour pouvoir s'adapter à ce que nous réserve demain et ce qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Bon. Eh ben alors, ça nous fait une transition parfaite pour passer donc à notre réunion publique du jour. On va parler innovation, on va parler digitalisation de la société. En général, on commence toujours par interroger les experts. Eh ben, aujourd'hui, on va faire autrement. Parce que, Daniel Georges Courtois, je me tourne vers vous. Votre titre, c'est vice-président délégué au numérique et à la métropole intelligente. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une métropole intelligente? Mis à part le discours d'Ivan Iliskovitch. Écoutez, d'abord quelques mots pour dire que nous, au niveau de la métropole, d'abord, on se réjouit que la partie innovation numérique, métropole intelligente, ça se passe à Issy-les-Moulineaux, parce que, comme l'a déjà dit Yvan, mais je crois qu'il faut le redire à chaque fois, André est quelqu'un qui a pris à bras-le-corps depuis très longtemps les enjeux du numérique, et en réalité, c'est probablement lui qui est le plus en avant de l'ensemble des communes de la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire des 131 communes, en matière de numérique. Donc je vais exactement dans le sens de ce que disait Yvan, c'est-à-dire que évidemment, il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit à la ville d'Issy-les-Moulineaux, mais en revanche, il est question effectivement de prendre les bons exemples qui sont faits à Issy-les-Moulineaux et essayer finalement de les dupliquer et de les reproduire à l'échelle métropolitaine. Alors, qu'est-ce que l'innovation pour nous? En gros, c'est la question de la Silicon Valley. Eh bien, nous, ce que nous souhaitons au niveau métropolitain, c'est faire un peu exactement ce qui se fait dans les autres métropoles, c'est-à-dire d'essayer de fédérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique. Alors évidemment, vous avez toutes les start-up, ça c'est évident, mais vous n'avez pas que les start-up. Vous avez aussi toutes les collectivités. Et jusqu'à très récemment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Grand Paris Métropole Tech, mais en gros, dans chaque métropole, vous avez un regroupement de l'ensemble de l'écosystème associatifs privés ou de l'économie sociale et solidaire qui se sont un peu mis ensemble et qui ont décidé de créer une dynamique à l'échelle métropolitaine. Et ben nous, on a souhaité faire ça en liaison avec France Digital, justement pour essayer de développer cette dynamique. Et donc, pour nous, la métropole intelligente, la métropole du numérique, c'est quelque chose qui facilite
finalement l'organisation et la concertation entre les acteurs du numérique et les collectivités locales. En gros, c'est un peu l'idée de faire ce que fait André de façon extrêmement brillante à l'échelle de l'ensemble de la métropole. Mais vous avez l'impression vraiment que ces entreprises du numérique, elles ont besoin des collectivités locales? Écoutez, moi je peux vous dire que j'ai rencontré personnellement France Digital, qui donc a été désigné par le gouvernement pour fédérer l'écosystème, encore une fois, du numérique. Ils sont extrêmement intéressants. Ils sont extrêmement intéressés de travailler avec nous sur des sujets aussi variés que la fracture numérique. Ça, c'est un vrai sujet pour l'ensemble des collectivités locales. La métropole peut y répondre. Notre ami de Open Data France ne me dira pas le contraire. On a un vrai ne faites pas parler les autres intervenants. Là, non, mais parce que il se trouve que la gouvernance des données et l'ouverture des données, c'est ce qui est un préalable à l'ensemble de l'action qu'on peut conduire en matière de numérique et de métropole intelligente. Moi, je viens de faire approuver à l'unanimité par le Conseil métropolitain l'ensemble des défis que nous voulons conduire à l'échelle de la métropole. Eh bien, je dirais, vous avez ces 6 défis sur lesquels je pourrais revenir, mais le défi 0, c'est finalement comment est-ce qu'on gère les données. Et donc tout ça, c'est des sujets tout à fait essentiels, et la bonne échelle pour les gérer, c'est pas chaque ville, chacune chez elle, c'est les villes qui décident de travailler ensemble, qui décident de partir de finalement celles qui sont les plus performantes et finalement celles qui s'intéressent le plus au sujet, qui décident de mettre ça en commun et qui après répliquent des bons sujets à l'échelle métropolitaine. Et pour moi, l'échelle métropolitaine, c'est l'échelle pertinente pour un certain nombre de choses. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous avez des problématiques dans les zones denses que vous n'avez pas ailleurs. Par contre, beaucoup d'enjeux en matière de numérique sont spécifiques aux zones urbaines. Alors, Jean-Marie Bourgogne, vous venez d'entendre ce que nous a dit Daniel Georges Courtois. Il est très content, évidemment, de la métropole, de la numérisation de la métropole. C'est normal, c'est son job. Mais vous, comment vous jugez-vous cette métropole du Grand Paris par rapport aux autres métropoles mondiales? Elle est à la hauteur, on est à la hauteur ici de ce qui se passe ailleurs? Alors, vous allez appuyer sur le petit bouton, vous voyez, c'est numérique. Sur le sujet de l'innovation, c'est quelque chose qui ne s'impose pas, l'innovation. Il faut créer les conditions de l'innovation. Il faut créer la venue d'entreprises, il faut donner envie aux gens d'entreprendre. Les collectivités en France qui font de l'innovation, il y en a beaucoup. En Bretagne, beaucoup. À Rennes, qui a été la première. Puis après, c'était Paris, la région parisienne, qui a été très en avance sur le sujet, notamment de l'ouverture des données. On reviendra dessus la définition après. Et sans vouloir faire plaisir particulièrement, mais ici, les Moulineaux a été une des premières villes en région parisienne à faire de l'open data. Il le fait vraiment dans toutes les longueurs. Il suffit de regarder sur le site de la ville d'Issy les Moulineaux pour voir la richesse des données qui y sont, à tel point d'ailleurs que l'établissement public, le TP, donc la partie un peu plus locale de la métropole, s'appuie sur les projets d'Issy les Moulineaux pour développer son projet. Donc la région parisienne est assez en avance. Cela étant, et c'est vrai d'ailleurs au niveau de toutes les villes françaises, il y a des écarts très importants. Il y a des collectivités, des communes, même des collectivités puissantes dans la région, enfin en Ile-de-France, qui ne font pas du tout d'open data. Il y a des petites... allez-y, balancez lesquelles. Mais par exemple, la région Île-de-France en tant que telle, par exemple, a eu un projet à un moment donné open data très fort, et puis depuis quelque temps est vraiment un peu sous le radar. Ah oui, Valérie Pécresse. C'est pas Valérie Pécresse, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est moi qui le dis. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais on voit qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, il y a un retrait, donc il y a aussi des personnes qui disparaissent à un moment donné du projet, donc le projet est moins porté, c'est quand même aussi attaché à des invendus, à des caractères. Donc il y a des projets qui sont vraiment en retrait. Et pourtant, et à côté, il y a des petites villes qui font beaucoup de projets. Et si on regarde la France, eh bien, on peut constater aussi qu'il y a des grandes métropoles qui font de l'open data et d'autres qui n'en font pas du tout. Et si je prends après l'exemple au niveau international, eh bien, il y a quelques endroits dans le monde où il y a beaucoup d'innovation sur la data, et puis des endroits où il n'y en a pas du tout. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis pendant très longtemps. C'est sous le gouvernement, la présidence plus exactement d'Obama, qui a eu un très fort développement de ce sujet-là, parce que c'était quelqu'un de très ouvert. Ça se voyait aussi dans sa politique, y compris numérique. Il avait des conseillers très forts, très puissants dans son cabinet. Et Obama, qui a un caractère, j'ai pas jugé, Trump, j'ai pas jugé ce qu'il fait, mais on voit que depuis que Trump est arrivé, eh bien, il y a un retrait très important de l'open data et de la culture de l'ouverture du numérique. Donc on voit que ce sont des sujets très politiques, selon
Comment Attendez, open data, tout le monde comprend de quoi il s'agit Non, là? non, pas dans attendez, l'open data. il faut expliquer. Vous savez, Oui. il faut expliquer. Hein. Faut expliquer. Alors, on dit open data en anglais, ça vient beaucoup d'une culture anglo-saxonne, précisément d'ailleurs attachée à ce qui s'est passé aux États-Unis quand Obama est arrivé, mais c'est quand même quelque chose qui est très attaché à la culture française de la transparence administrative. Il est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme que tout citoyen peut demander compte à son administration de l'utilisation de son argent. Donc c'est quelque chose qui est très puissant de la culture française. Et il y a eu un grand moment, la loi CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui date d'il y a 40 ans aujourd'hui, qui permettait à tout citoyen d'accéder à des informations publiques détenues et produites par l'acteur public, par les collectivités, les ministères et les agences. Et ce qui était très important en 2016, dans la loi République numérique, c'est on a renversé ce système-là de un citoyen peut demander accès à des documents administratifs auprès de sa collectivité. On l'a renversé en disant, dorénavant, c'est toutes les collectivités qui produisent de l'information publique doivent les mettre à disposition gratuitement sur Internet pour le public. Donc un élément très important de rendre compte de ce que l'on fait pour les acteurs publics, privés. Alors les citoyens, les entreprises, les associations, les chercheurs, le monde académique. Et alors les deux missions principales de cette open data, donc ouverture des données publiques en français, ce sont donc d'abord de rendre compte aux citoyens de l'exécution du service public qui est rendu. Et quand on regarde le site, je vais le regarder encore aujourd'hui, le site de la ville d'Issy-les-Moulineaux, parce qu'on c'était ici ce qui se passait, il y a énormément de données attachées à l'exercice politique. Les délibérations, les marchés, les subventions, beaucoup de choses qui sont très très légitimes. Alors, il ne faut pas croire que c'est un système qui vient faire la police sur l'action publique. Si le politique ne publie pas ces données-là, il n'informe pas ses citoyens, le citoyen va aller chercher l'information ailleurs. Il va la chercher chez des gens qui ne sont pas forcément très légitimes pour la fournir. Donc on peut avoir de la désinformation ou de la mauvaise interprétation, si ce n'est pas forcément calculé. Donc c'est très important de montrer qu'on a confiance auprès de ce public, de leur donner des éléments, c'est une façon de rapprocher l'acteur public de ses citoyens. Mais il y a un second objectif très important de la production des données ouvertes, c'est de favoriser l'innovation. Et on voit qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, le numérique, l'information numérique qui fonctionne sur les applications est extrêmement importante pour l'activité économique. On circule avec une voiture où il y en a un GPS, on a un téléphone portable avec des informations. La donnée est essentielle pour créer des services. Bon. Et à partir du moment où on libère cette donnée, on la fait circuler entre les acteurs, publics et privés, on crée les conditions de l'innovation. Mais on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui était très important, qu'on n'avait pas calculé non plus au départ, c'était qu'au fond, les collectivités elles-mêmes, parfois ne partageaient pas entre elles les données. Le service de droite ne partageait pas ces données avec les données du service de gauche. Et très souvent, on disait l'open data, en fait, permet de partager les données avec les gens qui sont à l'autre bout du couloir. Parce que très souvent, les données n'est pas partagées. Alors, pas forcément partagées entre les services ou les directions de la mairie, d'ici ou d'ailleurs, très peu partagées aussi entre les différentes collectivités. Et on voit bien que dans le grand programme, le projet européen, enfin le projet métropolitain, il s'agit précisément de partager les données entre les différentes villes qui sont dans le périmètre. Si je parle d'Issy-les-Moulineaux, que j'ai travaillé à Paris, ou que mes enfants étudient à Villetaneuse, ils ont besoin d'informations qui ne s'arrêtent pas à la limite exacte de la ville où ils sont. Le transport, les loisirs, l'agenda culturel, les déchets, tout ça c'est transfrontalier. Donc c'est un point très important. Partager les données entre les collectivités elles-mêmes pour enlever les silos. Et ça, c'était un vrai frein à l'innovation et un vrai frein, tout simplement, à la production du service public. Jean-Marie Bourgoin, je déteste couper la parole aux intervenants, même si je suis payé pour ça. Néanmoins, on va donner la parole à tout le monde. On va revenir sur des histoires d'open data, parce que c'est évidemment tout à fait important. Mais Éric Le Gall, moi, j'avais envie de vous poser un petit peu la même question. Est-ce que, à votre sentiment, c'est que on est dans la course? Est-ce que la métropole du Grand Paris est dans la course aujourd'hui en matière d'innovation, en matière de digitalisation, ou est-ce que, comme le disait finalement Jean-Marie Bourgogne, il y a quand même des gros écarts à l'intérieur de cette métropole? Il n'y a pas d'homogénéisation? Oui, c'est un peu normal d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'homogénéisation, parce que la métropole, c'est comme nous dans nos vies, dans nos familles. On n'est pas tous au même niveau Ah ben non, ça je vous confirme qu'avec mes enfants, c'est pas le... Voilà. Donc ça, c'est tout à fait normal. En revanche, on l'a dit tout à l'heure, la métropole de Paris, elle a quand même aujourd'hui une place exceptionnelle en Europe, parce qu'elle concentre sur un territoire
tout ce qui se fait de mieux en termes d'innovation à la française, aussi bien au niveau académique qu'au niveau des entreprises, et aussi au niveau des collectivités. On parle beaucoup d'ici Moulineaux, mais on n'est pas les seuls. Aujourd'hui, pratiquement 90% de la population francilienne est connectée à Internet. Chacun d'entre vous, vous connectez tous les jours sur vos smartphones pour avoir accès à de l'information, que ce soit l'actualité, les transports ou je ne sais quoi. Vous parlez de l'open data, ça aussi, ça sert à rendre de nouveaux services. Ce qu'on essaye à ICI Moulineaux, c'est d'être le plus pragmatique possible et de faire du numérique, en fait, des outils pour rendre la vie quotidienne simple. C'est tout bête. Je vous prends un exemple. En ce moment, on fête le 10e anniversaire de Pay by Phone. Pay by Phone, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de se dire, de payer le stationnement avec son téléphone mobile. À l'époque, il y a 10 ans, c'est pas à l'époque pré-numérique, il faut se souvenir qu'à ICI Moulineaux, pour payer son stationnement, il fallait des pièces de monnaie dans la poche. Et puis quand on allait dans la ville d'à côté, il fallait avoir une carte Monéo sur sa carte bancaire. Et puis quand on allait à la capitale, il fallait aller, cette fois-ci, au bureau de tabac, chercher une carte de stationnement pour payer son stationnement. Vous imaginez un peu le ridicule lorsqu'on voulait stationner, et après vous demandez pourquoi les gens ne payaient pas leur parking. Quand on a imposé ça à ICI Moulineaux, on n'a pas imposé d'ailleurs, on a donné le choix aux automobilistes de l'utiliser. L'idée, on est resté à ICI Moulineaux pratiquement 5 ans tout seul en France. Et puis, Personne ne vous suivait, quoi, ni les... Pas d'autres collectivités, non, parce que ça prend du temps. Enfin, c'est un des sujets, si vous voulez, c'est la lenteur pour passer à l'échelle lorsqu'on innove. Il a fallu 5 ans, et je peux vous dire que, heureusement que l'entreprise en question avait les reins un peu solides, qu'elle était reposée sur un groupe britannique puis américain, parce que sinon vous ne tenez pas 5 ans avec le marché des Moulineaux. Et puis ça a commencé à se répandre, et maintenant vous avez, je crois, presque 200 villes en France qui utilisent Pay by Phone, et ça s'est répandu, il y a d'autres systèmes, et donc ça marche. Mais si Pay by Phone n'avait pas été adossé à une entreprise, en l'occurrence étrangère, ça serait tombé. Donc on a vraiment besoin de travailler ensemble pour passer à l'échelle, pour qu'il y ait une masse critique permettant, notamment aux innovateurs français, d'avancer là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un point important, et bon, vous n'en avez pas parlé au niveau de la métropole, mais quand même, la métropole a lancé un fonds métropolitain pour l'innovation numérique. Pas doté de beaucoup d'argent, faut le dire, mais... C'est combien? Bon, maximum 40 000 euros par projet, donc c'est pour vous dire, c'est pas grand-chose, mais par projet, mais c'est important parce que ce sont... Tremble Google, Amazon. Oui, mais à la fois, c'est des coups de pouce pour que les collectivités locales s'imposent des projets d'expérimentation, et surtout pour qu'elles prennent l'habitude de travailler ensemble. Lorsqu'on lance une expérimentation, c'est en se disant comment et quand elle va être dupliquée. Alors bon, dans ce cadre-là, nous, on a été lauréat pour ce premier appel à projet, et on a développé une application pour les enceintes connectées. Vous savez, et vous avez récupéré les 40 000 euros? Enfin, là, vous avez... Oui, ouais. C'est bien. On est en cours. Oui, et ils ont payé? Oui, bon, c'est pas tout à fait encore, mais on n'a pas terminé en fait. Parce qu'en fait, ça c'était la première, c'est que on la lance aujourd'hui cette application. C'est parce qu'il y avait cette réunion qu'on s'est dit qu'on allait pouvoir lancer cette application. C'est la première, voilà. Ça s'appelle Meridici. Ceux qui, chez eux, ont une Google Home ou une Alexa d'Amazon ou n'importe quelle autre enceinte connectée, vous pouvez l'appeler. Et l'intérêt de cette enceinte, c'est pas seulement d'avoir des informations du journal municipal d'ICI Moulineaux, c'est aussi d'avoir des informations pratiques pour savoir comment refaire son passeport, sa carte d'identité, comment écouter, par exemple, on a une série de podcasts sur les grands architectes qui sont venus à ICI Moulineaux. Et tous les discours d'André Santini depuis 40 ans, on m'a dit non. Ouais, alors il fallait les enregistrer depuis ces là, mais ça pourrait. Et pourquoi on fait ça en fait? Parce qu'aujourd'hui, les enceintes connectées, je sais pas dans la salle combien on a à la maison, mais ça démarre à peine. Attendez, c'est intéressant. Combien il y a de personnes qui ont une enceinte connectée, un assistant vocal dans la salle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, Ça démarre. Aux États-Unis, c'est 30% des foyers qui aujourd'hui sont équipés de ces enceintes connectées. Il faut savoir que Amazon a lancé son projet en France il y a même pas un an. Donc ça démarre vraiment. Et nous, ce qu'on veut montrer à travers cette application, modeste, encore une fois, on est tout petit et puis on n'a pas dépensé beaucoup d'argent pour la développer, c'est qu'on montre en fait qu'on peut avoir des contenus qui ne soient pas uniquement des contenus commerciaux, c'est pas simplement pour faire du commerce en ligne, c'est pas simplement pour écouter la météo, c'est aussi pour avoir des informations pratiques ou des informations liées à l'actualité locale. Ça, c'est important. Point aussi important, c'est qu'on l'a développé avec une entreprise locale qui s'appelle Media Meeting. Ça aussi, c'est une des caractéristiques des Moulineaux, c'est de travailler, d'associer le plus possible les acteurs locaux, que ce soit des grandes entreprises
Donc on a Microsoft, Cisco, Capgemini, Orange, Simeno, vous le savez, mais aussi beaucoup de start-up, mais aussi les grandes écoles. On a l'ICEP, qui est l'une des principales écoles d'ingénieurs de numérique, qui a travaillé pour nous, qui vient de développer, dont les étudiants viennent de développer pour notre office de tourisme une application pour le robot Pepper, et qui permet de savoir quel point intéressant visiter à Issy-les-Moulineaux, en français et en anglais. Enfin bref, on fait bouger tout l'écosystème local, et pour nous c'est moins important. Mais si on peut passer à l'échelle plus rapidement, et notamment grâce à la métropole, on gagnera tous. Bon, alors on va voir ce que la métropole peut faire pour vous. André Santini, Jean-Marie Bourgogne disait quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Il dit beaucoup de choses intéressantes, mais il disait les conditions de l'innovation, il faut les créer. Comment est-ce qu'on fait pour créer les conditions de l'innovation? En fait, c'est un état d'esprit. C'est pas la peine de chercher, etc. Si vous n'avez pas l'esprit innovation, on va vous coller des cataplasmes, ça va vous emmerder plutôt qu'autre chose. Il faut être tout le temps prêt à quelque chose. Je vous donne un tout petit exemple. Je faisais le tour des fêtes d'école. Malgré la canicule, la dure vie de mer, la dure vie de mer. Jean-Michel Maire. Ben oui, mais moi, qu'est-ce que vous voulez? J'aime bien arriver dans une école où on voit une centaine de parents qui sont tous, parce que je les fais parler, ils sont tous à la tête de start-up. Ici, c'est le profil qu'on a. Et il fait travailler. Ah oui, c'est Boboland aussi, ici les Moulineaux. Ouais. C'est Boboland. Et il faut. Vous êtes jumelé avec le 9e arrondissement de Paris, c'est ça? Non, on est jumelé avec nous, c'est tout. Mais avoir des parents d'élèves qui ont une start-up, qui ont à faire marcher la boutique, la start-up, et qui sont encore au service de l'école où sont les enfants, et qui sont là le samedi pour faire de la bouffe et pas de possibilité de barbecue, parce que ce jour-là, il faisait trop chaud. Bon, on discute avec ces gens-là. Et ils me racontent l'histoire d'un petit Marocain. Je dis, tiens. Et le soir, on me l'a raconté encore. C'est un jeune Marocain qui est chez Capgemini. Je ne sais pas comment, il est à peine arrivé, qui va dans une école de la ville. Et après, on le présente à notre centre de loisirs, qui est une énorme machinerie qui fonctionne très bien. Il pleurait. Il dit, je suis arrivé dans cette ville, je ne connaissais personne. J'ai voulu inscrire mon enfant et ma femme est partie. Il est autiste. Je ne sais pas si vous voyez un Marocain qui arrive dans une ville avec un job, un gosse autiste. Il dit, à l'école, ils ne m'ont pas demandé s'il était autiste. Ils l'ont pris. Après, on m'a dit, il faut aller au centre de loisirs, tous les trucs de gosses. Ils m'ont pas posé une question. Ils l'ont pris. C'est une ville où on assimile les autistes, sans leur dire, il faut aller à tel organisme, il faut avoir des cartons. Enfin, ça, c'est pas de l'innovation, c'est de la générosité, André Santini. Allez dans d'autres villes, dans d'autres écoles, vous verrez avec votre gosse autiste, vous pouvez vous le goinfrer pendant 8 jours. Hein. Donc, c'est un état d'esprit. Vous avez l'esprit innovant, ou vous ne l'avez pas. Et là, c'était intéressant parce que Marocain, ingénieur informaticien chez Capgemini, c'est pas l'abruti du quartier quand même. Hein. Et quand il a son gosse sur les bras, parce qu'avec sa femme, ça s'est pas bien passé, il y a encore des gens dans le service public qui sont là pour les accueillir. Moi, je trouve ça... Il pleurait d'ailleurs. Hein. Il pleurait. C'est quand même formidable d'arriver dans une ville. On fait ça dans les films américains, quoi. Et puis tout le monde se mobilise, vous accueille. C'est la preuve de l'intelligence. Ça va avec l'innovation. Il y a besoin pour poursuivre sur créer les conditions de l'innovation, il faut mettre les gens innovants avec les gens innovants, il faut créer des quartiers, il faut rapprocher les gens, il faut leur faire des conditions fiscales avantageuses. Oui, comment ça... Non, on n'a plus le droit maintenant. Mais de toute façon, ici, on a eu Bouygues qui a créé les premiers Nextdoor. Les premiers quoi? Nextdoor. Nextdoor. C'est des salles où on travaille, on loue à l'heure, des locaux et tout. Ça a commencé chez nous. Puis maintenant, ça se répand. Ils en ont mis à la Défense, ils en mettent en province, etc. C'est formidable d'aller là. Et du coup, je rigole parce que j'ai notre ami arménien qui est là. Il y a des petits Arméniens qui sont venus me dire, dis donc, on voudrait bien monter une station de lavage. De quoi? De voiture? Oui. Où? Près du 4 étoiles. Près du 4 étoiles, c'est génial, oui. Tu crois que les mecs, ils vont payer 200 €, puis ils vont se faire chier avec des tocards qui font du bruit. On a vu le patron, il est d'accord. Ah bon? Eh bien, ils ont monté leur truc. Ils font 7 sur 7, ils ouvrent à 5 h du matin. Tous les gars des Nextdoor, parce que je les connais, ils font tous les malins, mais
Dès qu'ils peuvent s'acheter une belle bagnole, ils s'achètent une belle bagnole. Donc il faut la laver. Le produit essentiel, c'est laver la belle voiture. Et ils ont des engins avec des fils et tout. Ça n'arrête pas. On est compte des petits gosses arméniens qui se sont endettés, qui ont lancé ça. Et c'est les Nextdoor, c'est toutes les start-up autour qui les font vivre. C'est quand même formidable. Quel rapport il y a entre une start-up informatique et un lavage de voiture? C'est un état d'esprit, vous voyez. Yvon Itzkovitch. Non, c'est très important ce qui vous est dit. C'est pas l'innovation pour l'innovation. C'est pas le numérique pour le numérique. C'est parce que derrière, il y a une utilité pour la vie de tous les jours. Là, l'exemple du lavage de voiture, c'en est un. Qu'est-ce qu'il y avait d'innovant là-dedans? Mais c'était dans la mentalité, la façon d'être, que on a le terreau fertile d'une innovation. Et c'est pas le SCOT qui le fait, ça. C'est les gens, les élus, ceux qui sont aux manettes. Vous le disiez tout à l'heure, on fait de la coercition. Pardon, je pense à personne en particulier, mais on n'empêchera pas certains maires de la métropole de rester rétrogrades et d'avoir 50 ans de retard. On ne pourra rien faire pour eux. Le SCOT ne pourra rien faire pour eux. Et c'est pour vous dire que c'est une question qui s'enracine dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, on parle de la ville intelligente, mais André Santi vient de vous le démontrer, c'est pas la ville qui est intelligente, ce sont les gens. Qui utilisent des moyens, parce qu'ils sont intelligents, qui leur permettent d'avancer, ce que vous avez dit Eric Lecal tout à l'heure, plus vite, parce que évidemment ils sont ouverts à ce type de choses-là. Et il y a eu un exemple qui a été saisissant. Tout à l'heure, André Chantilly vous parlait d'architecture. Il dit mais si vous voulez mettre les gens dans de bonnes conditions, il faut que les villes soient belles. On a primé dans les startups, et Daniel Georges Courtois pourra vous en parler, la métropole prime des startups au salon Vivatech, notamment une startup, moi ça m'a marqué. Cette startup, ils font un truc incroyable. Dans les villes, les gens ont du mal à se projeter à demain quand les maires ont des grands projets. Cette startup a créé quelque chose d'incroyable avec la réalité augmentée. Je ne sais pas si tu te souviens, Daniel. Ils avaient sur un téléphone chacun un smartphone, et avec la réalité augmentée qui est une innovation, ça c'est une innovation technique, mais ils ont derrière quelque chose, un projet qui est intelligent. C'est de dire, nous on veut que le citoyen demain il puisse voir ce que sera la ville de demain. Et ben vous passiez devant le chantier qui était un trou, ou alors une friche qui n'était pas encore construite, et puis avec votre téléphone vous voyez ce que c'est demain. Ça imaginait avec une réalité augmentée ce que c'était demain. Eh ben, ils ont été primés, la métropole les a soutenus. C'est pour vous montrer, Olivier de Lagarde, que ce qu'il nous a dit est important. Que l'innovation pour l'innovation, ça n'a pas de sens, elle doit avoir un but. Et là, on a eu 3-4 exemples qui montrent que dans tous les usages de la vie courante, même les plus, ce qui peut paraître le plus banal, c'est laver une voiture, on peut avoir un esprit innovant et une mentalité qui s'apprête à innover, à entreprendre. Je vais dire autre chose de Lagarde, parce que allez-y, dites-moi. J'écoute votre radio depuis qu'il y a les premières radios. Bon. Dimanche matin, on annonce la mort de Michel Serres. Et oui, c'était pas ce dimanche-là, mais c'était voilà. L'autre. Ouais. Et sur France Inter, on lui rend hommage. Et ils disent, il s'est occupé de tout, des grandes métropoles et des petites villes comme à Issy-Moulineaux, où on s'occupe de trouver des places. Ils vous ont traité de petites villes? Oui. Et les fumiers. Michel Serres, pour moi, il n'y avait pas mieux. Bon. C'est quand même formidable, ce type qui incarne la synthèse de tout ce que j'aime, l'enracinement dans le terroir, le respect des autres, la modestie, officier de marine, agrégé de philo. Vous vous rendez compte? Pour moi, c'est une synthèse totale. Et il cite Issy-Moulineaux. Alors, dans mes discours, je commençais depuis longtemps par Monsieur Serres nous a... J'ai même pas pu encore inaugurer une place, Michel Serres autre. Mais c'est formidable. Il avait gardé... Il faudrait inaugurer une serre, on plutôt. Va voir, oui. On a déjà des serres avec l'architecte Monimas. Mais c'est quand même formidable, ça. Vous voyez comment il a fait pour aller trouver cette expérience dans le paquet des prix ou autres. Non, ça prouvait sa grande curiosité, son ouverture. Moi, ça me fait plaisir. Il n'y a pas plus beau compliment qu'être cité par Michel Serres. Non, je suis d'accord avec vous. C'est pas mal. Daniel Georges Courtois, vous vouliez réagir et puis on va revenir à nos experts. Il y a des questions qui commencent à tomber déjà sur. Je voulais juste effectivement dire que l'innovation, c'est pas juste finalement s'appuyer sur les entreprises innovantes. Certes, elles ont un rôle à jouer, mais l'innovation, c'est pour chacune des actions que nous conduisons dans nos villes ou dans nos métropoles. Par exemple, lorsque des municipalités, dans la façon de fonctionner de leurs services, font des innovations. Et comme le disait notre ami Le Gall, le Fonds métropolitain d'innovation numérique, il est justement là pour susciter des innovations finalement qui servent à tout le monde, qui n'émanent pas obligatoirement de start-up. L'innovation, c'est pas limité à la recherche et développement. Faut pas croire ça. L'innovation, c'est un état d'esprit. C'est par exemple, vous avez des gens, par exemple, vous avez ce qu'on appelle, je sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler, ce qu'on appelle les start-up d'État. C'est-à-dire, en gros, vous avez un fonctionnaire dans une administration
qui dit moi j'ai une idée, j'aimerais bien la mettre en œuvre parce qu'elle peut m'être utile pour le fonctionnement de mon service. Et à ce moment-là, vous avez des startups qui sont finalement accueillies dans des incubateurs. Parallèlement, il y a aussi beaucoup de grandes entreprises qui sont dedans. Et bien voilà, c'est un état d'esprit. Et nous, ce qu'on veut dans finalement toutes les actions de la métropole, qu'il s'agisse du SCOT, qu'il s'agisse du plan climat-énergie, qu'il s'agisse finalement des inondations, etc., c'est de mettre en avant les innovations. Et c'est ça qui est essentiel. C'est l'état d'esprit de l'innovation. Et c'est ça qu'on a envie finalement de soutenir. Et je pense que c'est là où on peut être utile. Parce que s'il s'agit d'apporter finalement un financement du capital risque, etc., mais ça c'est le rôle de banques ou de BPI France qui le font très bien. Nous, on n'a pas besoin de faire le même boulot qu'eux, d'ailleurs, on ne saurait pas le faire. Mais par contre, on peut les accompagner justement dans cette démarche d'innovation et les répliquer au niveau de la métropole. Voilà, que l'innovation inonde les cerveaux. Alors, il y a des questions qui commencent à arriver sur le fil Twitter, Scott MGP. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va préparer, où les micros vont circuler. Une question qui est pour vous, Jean-Marie Bourgogne. Comment l'ouverture des données peut-elle améliorer le fonctionnement des services urbains? Parce qu'on parle effectivement de l'innovation qui n'est pas de l'innovation pour l'innovation, pas du digital pour le digital, mais qui est au service des gens. Alors, le numérique apporte beaucoup de services quand il s'agit de gérer le menu des cantines, les lieux de collecte des déchets, la mobilité douce, et pas que la voiture. Dans le monde du foncier, de l'urbanisme, il y a beaucoup de services qui se nourrissent de la data. Récemment, d'ailleurs, l'État a publié la liste des valeurs foncières, donc de toutes les transactions qui ont lieu autour de chez vous dans les 10 dernières années. Et grâce à des applications, vous pouvez connaître très précisément quels biens ont été achetés, à quel prix, à quelle surface dans votre quartier. C'est quelque chose qui avant était difficile à obtenir. Il fallait passer par un notaire, il fallait payer des prestataires. Et aujourd'hui, c'est une information qui est gratuite directement sur son téléphone portable. Donc on voit qu'il y a quasiment tous les métiers d'une collectivité peuvent être modifiés et améliorés grâce au numérique. Alors vous avez raison de dire qu'il est très important de ne pas réduire l'innovation, le progrès au numérique. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès au numérique ou qui n'ont pas envie d'y accéder, qui n'ont pas envie d'avoir constamment un téléphone devant les yeux. Et parce que c'est très important de garder des relations directes. Moi j'entends M. le maire qui aime aller au contact des gens, quoi. Et c'est là qu'il comprend la réalité. Et les gens ont d'ailleurs beaucoup tendance à aimer ça. Vraiment parce que la déconnexion que le numérique presque engendre, on croit qu'on est connecté, en fait on se déconnecte quelque part des relations humaines. Mais il y a un sujet que je trouve quand même très important qui n'a pas été tout à fait dit, c'est que on dit c'est un état d'esprit, l'innovation, mais l'état d'esprit de qui? Une collectivité, c'est 300, 3000 agents. Monsieur le maire, monsieur le directeur général des services, monsieur le directeur de l'innovation a une idée de faire du numérique. Comment on s'assure que les 3000 autres agents de la commune font s'intéressent à ces sujets-là, que ce soit dans le sport, dans la culture, dans la voirie, Et donc là, il y a un vrai sujet de transformation des collectivités à tous les niveaux, et pas qu'au niveau de quelqu'un qui a une vision, qui a une volonté. Alors bien sûr qu'il faut une volonté politique, il faut qu'il y ait un relais par la direction générale, ça, je pense qu'aujourd'hui on le retrouve assez systématiquement dans les conditions de succès, mais il faut quand même que vraiment ça touche tous les acteurs. Mais je voulais, si vous me permettez, dire que si nous, on n'est pas en tant qu'acteur public innovant, il y a des grandes boîtes ou des petites boîtes américaines qui le sont beaucoup, qui déboulent chez nous. Alors on appelle ça les barbares, parce qu'en fait on ne sait pas comment les appeler, ils ne sont pas aussi barbares que ça, ils sont assez futés d'ailleurs, mais ils déboulent chez nous. Ah mais les barbares étaient futés, ça, de toute façon. Exactement, ils parlaient pas très bien, donc d'ailleurs pour ça on ne savait pas très bien qu'est-ce qu'on disait. Et en fait, ça c'est un sujet qui est très important, c'est que si on n'innove pas nous, d'autres le feront à notre place. Et alors, cette discussion-là, excusez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais quand on parle de Waze, par exemple, Waze, c'est aujourd'hui l'application que tous les gens utilisent, que beaucoup de gens utilisent, de plus en plus de gens utilisent. Dans leur voiture. Dans la voiture pour aller d'un endroit à un autre. Bon. Et donc, c'est Waze qui décide par où passer. Alors, avant, une mairie mettait en place, après beaucoup de discussions, un plan de déplacement avec les voies principales, les zones qui étaient calmes, les parkings relais, les transports en commun pour essayer. Et eux, aujourd'hui, ils envoient ça dans les zones résidentielles avec des enfants qui jouent au ballon, devant les écoles maternelles, à l'entrée des hôpitaux, où il y a les pompiers qui essayent de rentrer. Et ça, c'est Waze qui décide. Et donc, on s'est dit, si Waze contrôle mieux mon transport que la mairie, il y a un gros problème.
c'est le transport aujourd'hui, ça sera d'autres choses demain. Donc il y a une question qui est très importante, c'est arriver à conserver la souveraineté de l'action publique. Oui. Comment, en fait, une mairie, alors on le voit avec les trottinettes, là c'est juste l'espace public, hein, c'est un peu compliqué, mais l'information attachée au transport, c'est très important. Et donc là, il y a un vrai enjeu, c'est que si on n'y veut pas, d'autres le feront à notre place, avec des motivations, avec des intérêts qui sont un peu divergents, et la négociation sera difficile. Donc il faut aussi avoir des armes égales pour discuter avec eux. Bon. Yvon Iskovitch, vous voulez rebondir, et puis Oui, Eric Le Gall. sur la souveraineté de l'action publique, encore une fois, il faut être dans son champ. Vous avez cité un exemple qui est, à mon avis, le plus pertinent, c'est celui de Waze. Waze, ça a été créé par une start-up israélienne à 4500 km d'ici. Ça veut dire qu'à 4500 km d'ici, il y a un mec qui est devant un ordinateur, a réussi à modifier notre façon de nous déplacer. Et ce que vous n'avez pas dit, et vous avez totalement raison, parce que vous allez y arriver, c'est que Waze, ça a été racheté par un GAFA, et que du coup, Par Google. pas seulement de passer au milieu des cours d'école ou à côté des hôpitaux, mais c'est peut-être mieux aussi parfois de passer devant un McDonald's si on a un accord avec McDonald's. Parce que quand on passe devant un McDonald's, c'est pas pareil que si on passe pas devant. C'est un exemple pour vous dire que moi, c'est vrai qu'il y a des enjeux de souveraineté, mais d'un autre côté, c'est pas André Santini qui va dire le contraire. Quand vos villes elles sont bien construites, quand vous découragez certains comportements urbains parce que vous avez une architecture, un aménagement du territoire qui est cohérent. C'est ça votre puissance publique, c'est ça votre puissance souveraine. C'est pas développer à la place de Waze une application concurrente qui va permettre de ne pas passer par le McDonald's ou d'aller dans les flux qui sont ce que vous considérez comme étant les flux. Moi, je pense que il faut pas vouloir dans le périmètre d'action publique le dépasser. Il faut être efficace dedans. Et l'exemple de Waze est très significatif là-dessus. Parce qu'on a d'autres moyens, nous, puissance publique, d'aménager le territoire de façon raisonnable pour éviter justement ces abus. Et Waze ou pas Waze, les gens passeront ou pas devant le McDonald's. Mais en tout cas, on aura peut-être découragé, ou on aura peut-être fait autrement pour que le McDonald's soit pas implanté, pour filer la métaphore, à un endroit où on voulait pas qu'il soit implanté parce qu'on voulait pas un flux commercial à cet endroit-là, parce que c'est un flux résidentiel ou autre. Et ça, le schéma de cohérence territoriale, l'aménagement du territoire, on est dans la sphère de l'action publique. Oui, allez-y. Daniel Georges, sur l'open data, moi je partage le sentiment qui est fait. Et je crois que ce à quoi il faut aussi qu'on fasse attention, c'est que nous, par exemple, à la métropole, on peut être aussi finalement un facilitateur entre les collectivités et un certain nombre de gens qui sont utilisateurs de données publiques. Parce que vous avez un certain nombre de fois des collectivités qui vous disent bah, c'est très bien, moi j'ai mes données qui sont totalement open, et puis finalement elles sont retraitées après par une entreprise privée, ce qui est pas du tout anormal, et qui quelque part après me les redonne moyennant une forme de rémunération. Voilà. Vous les vend, quoi. Vous les revendez. Voilà. Bon. Et donc nous à la métropole, d'ailleurs, on fait ça. J'en profite pour dire que on travaille avec la région là-dessus en étroite concertation. Nous, ce qu'on a décidé, il faut quand même se souvenir qu'on existe depuis 2016, la métropole du Grand Paris. On n'existait pas auparavant. On a déjà beaucoup bossé pour essayer de trouver des solutions. Et ben, en matière d'open data, ce qu'on est convenu de faire avec la région, et puis justement avec des associations comme Open Data et des collectivités et des startups, c'est de mettre des gens autour de la table pour dire finalement, ces mondes qui parfois ont peur les uns des autres, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Et on a réussi à faire venir un acteur qui pour moi est tout à fait essentiel, c'est la CNIL. La CNIL qui est d'accord de faire une opération pilote au niveau de la métropole du Grand Paris pour la gestion des données. Ben voilà, ça c'est un exemple concret, probablement de ce que la métropole du Grand Paris pourra amener en matière de gestion des données. Et je crois qu'on est tous d'accord, et je le disais d'ailleurs dans mon propos introductif, la gestion des données, c'est finalement ce qui sous-tend un peu tout le reste. Ben, on ne peut pas louper ça, et c'est un des défis qu'on s'est lancé à la métropole. Bon, et puis, alors évidemment, vous me tendez une perche qui est formidable, et je voulais qu'on vienne à ce sujet, cette fameuse protection des données, parce que c'est quelque chose qui effraie de plus en plus les gens, à juste titre, quand on voit d'ailleurs ce qui se passe en Chine. On a de quoi aujourd'hui être véritablement effrayé. Cette forme de transparence qui existe aujourd'hui, et cette façon qu'ont des systèmes informatiques de surveiller les gens, c'est quand même tout à fait effrayant. Alors, branchez votre micro. Oui, c'est le rôle effectivement de la CNIL, de la Commission informatique et liberté. Donc c'est une agence indépendante de l'État qui est justement là pour vérifier
que les données privées ne sont pas mal utilisées par des acteurs. Et on a aussi beaucoup entendu parler de la RGPD, donc qui est un règlement européen, qui a été quand même quelque chose de très intéressant. Hein. C'est que parfois les lois mettent 10-15 ans, c'est le chiffre maudit, 14 ans pour faire sortir une loi à la Commission européenne, c'est très long. Et quand les commissaires européens se sont aperçus du risque, du danger très important à ce que des acteurs privés vendent, manipulent de la donnée, on l'a vu avec les manipulations des élections aux États-Unis, en Angleterre, etc. Là, ils réagi très très rapidement. En 2 ans, ils ont mis une règle très lourde, avec des pénalités très fortes pour être sûr que Comme quoi, dès qu'on commence à manipuler un peu les élections, les politiques se dépêchent un peu, là. Et ce qui était intéressant, c'était de dire que ça a été aussi le rapporteur français à la Commission qui a été le plus actif. Hein. C'est-à-dire la France a été sans doute le leader de la discussion, c'est eux qui ont mené la discussion, qui en 2 ans a mené ça. Et effectivement, ils sont aperçus qu'il y avait un danger très important, c'est que ces acteurs qui produisent, alors on disait Waze nous fait circuler, donc Google nous fait circuler, mais il connaît aussi toutes nos données, hein, il sait tout de nous, hein, il sait où, avec qui, quasiment, etc. Il n'y a pas que Waze, on pourrait donner Uber, on peut poser la question, on a pas longtemps, on dit mais est-ce qu'Uber partage ces données? Alors la réponse c'est oui, c'est que Uber fournit des données anonymisées, donc pas du tout avec le nom, le téléphone et les plaques numérologiques des gens, mais on connaît le trafic qu'il y a à Paris à travers les conducteurs Uber, ce qui permet accessoirement de connaître les moments de charge, parce que quand on met une demi-heure pour aller à l'aéroport d'Orly, est-ce que ça roule bien? Quand on met 2h30, on comprend qu'il y a des problèmes. Mais en fait, Uber, ce qui s'est passé, c'est que Uber s'est fait pirater ces données. Ils avaient 500 millions de comptes, ils se sont fait payer 500 millions de comptes avec votre nom, votre téléphone, votre carte bleue, où vous allez, qu'est-ce que vous mangez, avec qui, enfin c'était juste des données importantes. Il se trouve que la police administrative s'est rendu compte que ces données-là avaient été volées et a donné à Uber une amende de 50 millions de dollars. D'ailleurs qu'on ne les a pas punis parce qu'ils avaient mal utilisé les données, on les a punis parce qu'ils s'étaient fait voler leurs données, mais qu'ils ne l'avaient pas dit. Alors que si on l'avait dit, on aurait au moins pu faire opposition à sa carte, contrôler un peu ce qu'on faisait. Et en fait, pendant 3 ans, on ne savait pas que nos données circulaient en dehors d'Uber. Donc on voit que c'est à la fois un sujet très important pour nous protéger nous, mais aussi pour protéger ces acteurs-là, qui eux-mêmes sont fragiles. Hein, donc les enjeux sont moins colossaux. De ce point de vue-là, et je m'arrêterai là, moi je pense, mais après on peut avoir des convictions là-dessus, que rendre les données ouvertes, c'est la meilleure façon de se protéger contre justement on risque pas de les voler à ce moment-là. Parce que voilà, tout le monde est là et tout le monde peut les contrôler. Ouais. Et ce qui est le pire, c'est quand les données justement on ne les connaît pas, alors on ne sait pas qui les a. Et baladez-vous à poil, on vous volera pas vos vêtements, quoi. Donc moi je pense que la meilleure façon de protéger les choses, c'est de les rendre ouvertes, parce que moi c'est une bonne façon de savoir qui les a et qu'est-ce qu'il y a dedans. Accessoirement, on parle beaucoup aussi d'open source, qui sont des logiciels ouverts, ce qui est à peu près la même culture que l'open data. L'open data, ce sont les contenus qui sont ouverts, l'open source, c'est les logiciels qui sont ouverts. Eh bien, la police et la gendarmerie utilisent des logiciels open source parce que c'est la meilleure façon d'avoir des logiciels dont tout le monde peut avoir accès au code, et donc on est sûr qu'il n'y a pas de bug ou d'anomalie dans le logiciel. Quand le logiciel est privé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, il peut y avoir des anomalies, il peut y avoir des fenêtres d'accès malveillantes sur le côté, et donc une bonne façon de gérer la sécurité des logiciels, c'est d'avoir des logiciels ouverts. Éric Le Gall. Oui, en fait, il ne faut pas minorer les risques qui existent autour du numérique. Ils existent, ils sont là, il faut les avoir en tête. Big Brother existe, on le voit bien en Chine, ça commence à devenir la norme, mais vous avez remarqué que c'est pas une démocratie. Il peut y avoir un peu à la rebours numérique, c'est-à-dire on peut avoir un blackout total dans nos pays s'il y a une attaque massive de nos systèmes d'informatique. On le sait. Ça peut arriver, ça. Oui, techniquement, tout peut arriver. Moi, je pars du principe que techniquement, tout est possible puisque on maîtrise la technologie. Un blackout numérique, plus d'internet du tout. Si c'est qu'internet, ça sera encore pas trop mal. Non, mais on peut aller plus loin. Mais regardez, aux États-Unis, ça, on va rigoler. Aux États-Unis, il y a actuellement, au moment où on parle, des villes américaines qui sont complètement fermées sur le plan informatique parce que elles ont été attaquées par des demandes de rançon, par des hackers qui demandent des rançons et qui pendant des semaines en fait ne peuvent pas donner de service public à la population. Donc c'est possible, ça arrive. Ce qu'il faut, c'est évidemment prendre conscience, prendre en compte et agir. C'est pour ça qu'on régule. Et puis il faut sensibiliser. Si par exemple on a décidé à Issy-Moulineaux de faire de Quant,
qui est le moteur de recherche qui garantit de ne pas tracer nos navigations sur Internet. Quant, c'est le Google français, là, pour simplifier. Hein, voilà. Et surtout, parce qu'au-delà qu'il soit français, c'est surtout celui qui garantit de ne pas tracer notre navigation sur Internet et de protéger nos données personnelles. Très bien. Appuyez sur le micro si vous voulez vous exprimer. Non, je disais, on s'est d'ailleurs basé sur ici les Moulineaux pour nous aussi faire de Quant le moteur de recherche par défaut, et beaucoup de villes justement de la métropole sont en train de mettre Quant comme moteur de recherche. Et l'idée, c'est pas d'attaquer les Américains ou d'attaquer les autres. L'idée, c'est de sensibiliser la population pour dire qu'il existe des alternatives. Quant, très sincèrement, c'est un moteur de recherche qui est aujourd'hui quasiment à 80% aussi efficace que Google. Ça marche très bien. La mairie, maintenant, ça fait pratiquement 1 an qu'on l'a mis en place, et on fonctionne très bien avec ça. Tout à l'heure, je vous parlais des assistants vocaux avec l'application qu'on vient de lancer. Vous lisez vous aussi que les Alexa, Google Home, ils vous écoutent dans vos conversations privées et que peut-être quelqu'un là-haut aux États-Unis écoute ce que vous faites, ce que vous dites ou ce que vous pouvez imaginer. Peut-être. De toute façon, c'est comme vos smartphones, tout le monde sait où on est, tout le monde sait. Enfin, tout ça. Déjà, ils lisent nos mails. Attendez, vous envoyez un mail en évoquant un voyage que vous pourriez faire aux États-Unis. Le lendemain, vous avez des bandeaux qui s'affichent en vous proposant des billets d'avion. Enfin, bien sûr, ça veut dire que donc il y a plus de. On le sait, mais on a plus d'intimité. Il peut y avoir des alternatives, et notamment, par exemple, pour reprendre Quant annonce la sortie d'une enceinte connectée pour la fin de cette année sur le marché, avec la garantie justement de nous préserver mieux que ceux des GAFA. Donc on peut aller là-dessus, on peut sensibiliser, on peut agir, on peut réguler tout ça, et pour faire en sorte, mais surtout ce qu'il ne faut pas, c'est minorer et mettre sous le tapis des risques qui évidemment existent. Yvon Itzkovitch, est-ce que dans l'optique de la métropole, il y a cette idée de favoriser la création de GAFA à la française ? C'est dur dans un document d'aménagement du territoire de favoriser un GAFA à la française. Je ne sais même pas si on est à l'appeler GAFA. C'est dur dans un document d'aménagement de penser à favoriser une stratégie, une politique économique à l'échelle d'une métropole qui en plus est peut-être une trop petite échelle pour favoriser l'émergence d'un champion national du numérique. Même si on sait que la métropole du Grand Paris concentre les talents, concentre les flux économiques liés au numérique, quand même. Il faut quand même rester pour l'instant à notre place et de dire que ça c'est le boulot de l'État, quoi. Non, je dis que premièrement c'est pas notre boulot en matière d'aménagement du territoire. Deuxièmement, c'est pas forcément le boulot de l'État. Regardez ce qui s'est passé dans la Silicon Valley. C'est pas tant l'État américain ni l'État californien qui ont favorisé la Silicon Valley. C'est parce que, comme disait André Santini, il y avait un terreau fertile, artistique notamment. Il y avait un terreau fertile de créateurs depuis longtemps qui sont passés par des phases dures. On parle toujours de la réussite des GAFA, mais la plupart des mecs ont commencé dans des situations très difficiles, dans des moyens tout à fait limités, et voilà. Par contre, ce que je crois, c'est que une façon d'aménager un territoire, de le penser, peut favoriser l'émergence de ce type de culture. On vous a cité l'exemple de l'école tout à l'heure, mais il est saisissant. Si vous savez que vous êtes dans un endroit où vous avez la possibilité d'accéder, que vos enfants accèdent à l'éducation et que vous attirez une certaine population qui ne va pas aller dans la Silicon Valley, parce qu'il y a des Français dans la Silicon Valley, il y en a pas mal. Ah oui, il y en a plein, ouais. De dire, voilà, il y a peut-être des endroits en France où on peut accueillir dans la métropole ce type de talent de cerveau pour éviter qu'ils aillent ailleurs et qu'ils puissent vivre correctement avec leur famille, même quand ils traversent des difficultés. Voilà, je pense que oui, dans l'aménagement du territoire, notamment l'aménagement numérique, mais pas seulement, on peut favoriser ce tissu créatif, ce tissu entrepreneurial. Mais on ne peut que le favoriser. On met, comme disait, je reprends la métaphore de Mao Tse-tung, on va pas donner le poisson, on donne la canne à pêche. Est-ce qu'il... Oui, juste, mais Yvan a évidemment tout à fait raison. D'ailleurs, pardon, mais les GAFA, c'est pas le gouvernement fédéral américain qui les a créés. Hein. C'est le marché en général qui a fait en sorte que ça s'est développé. Et puis après, le rôle finalement des collectivités locales et de l'État, le cas échéant, c'est quoi ? C'est de donner les conditions permettant à ce que des entreprises, qui soient d'abord des licornes, et puis pourquoi pas après, ça deviendra des GAFA, aient envie de s'implanter effectivement sur le territoire métropolitain. C'est finalement tout ce qui fait les centres de recherche. On est très puissants, nous, en Ile-de-France et au niveau de la métropole sur les centres de recherche. C'est tout ce qui fait finalement l'enseignement aussi. Les collectivités locales ont des atouts extrêmement forts
en matière d'éducation. Et finalement, les entreprises dans le domaine de l'innovation, alors là je parle vraiment des start-up, c'est-à-dire de ce qui sont aujourd'hui des start-up, qui vont devenir, j'espère, des licornes, et puis après, pourquoi pas des GAFA. Ce qu'elles attendent finalement des pouvoirs publics au sens large, c'est pas tellement des financements. Ça, vous avez des financements publics et privés, notamment avec la BPI qui s'y fonctionne, mais c'est surtout des conditions permettant de faire en sorte qu'elles puissent s'implanter de façon optimum dans nos territoires, et que finalement dans ces territoires-là, il y a un espèce de réseau en termes de recherche, en termes de vie de quartier, en termes d'éducation, bref, en termes de beaucoup de choses qui font l'environnement de l'écosystème du numérique qui fonctionne. Non, mais moi je voudrais vous croire avec grand plaisir, mais André Santini quand même, est-ce qu'on se paye pas là un petit peu, on fait pas des plans sur la comète? Est-ce qu'on n'a pas définitivement perdu cette bataille? Est-ce que aujourd'hui l'innovation c'est pas les États-Unis face à la Chine avec peut-être un peu les Indiens et puis nous on regarde passer les balles? Je ne suis pas pessimiste à ce niveau. Je regrette comme Georges qu'on piétine, qu'on n'aille pas assez vite. Par exemple, Quant. Pourquoi tout le monde n'est pas à Quant? C'est marrant. Hein, l'inventeur de Quant, il est corse. C'est quand même pas mal, ça. Hein, c'est quoi ouais. Et vous trouvez ça drôle? Ben, je trouve ça bien. À un moment ici, à la tête de Microsoft, on avait un Arménien. Et à la tête de Cisco, il y avait un Arménien. Voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont naturellement intelligents parce que dans leur gène, s'ils veulent résister, s'ils veulent survivre, tous ceux qui ont cherché à les massacrer, ben, il faut être plus intelligent que les autres. C'est la loi de la survie habituelle. Pour le reste, je crois qu'effectivement, enfin, il y a quand même des grands trucs qui se font. C'est Niels, donc, qui met du pognon. Bon, je sais pas, je crois pas beaucoup à ces formules. Benny, moi je crois beaucoup aux petits mecs, le garage, le HP, enfin les types. Quand j'avais été dans la Silicon pour piquer Cisco, qui est toujours là d'ailleurs, hein, toujours là. Vous êtes allé dans la Silicon Valley? Oui, monsieur, faire mon marché, voilà. Ouais. J'ai piqué Cisco. Et alors, attendez, parce que ça m'intéresse, comment on fait, là, vous arrivez, Oui, on dit, ah ben, vous êtes André Santini, comment est-ce qu'on peut s'installer ici, les Moulineaux? Voilà, c'est ça. Ben, Cisco, le président, c'était John Chambers à l'époque, un mec pas marrant, qui voyageait en classe touriste, qui avait un bureau de 4 mètres carrés, qui a traversé la crise. Hein. Lui, il n'a pas eu à licencier des gens. Et maintenant, il vient seulement de se retirer, mais donc on fait autre chose. Et il me reçoit en 8 jours. En France, pour être reçu par un sous-secrétaire d'État aux faits confits, bon, mais 3 semaines, quoi. Puis, et maintenant, encore plus avec les gens intelligents qu'on a ramassés. Mais ça c'est fait, donc là voilà. Non, mais c'est de temps en temps, faut que je subsiste. Et puis donc je suis reçu et il me dit voilà, monsieur Santini, nous hésitons pour installer notre siège européen. Nous hésitons entre Heathrow, anglais, entre Schiphol, Amsterdam, et ici le Moulineau. France. Je ne savais pas comment il avait ramassé ici le Moulineau dans le chalut. Mais comme Michel Serres. Hein. Ouais. Et puis, on bavarde, et moi je continue à faire mon petit numéro, je joue du violon. Je me méfie avec ce mec qui est vraiment pas commode d'accès, hein, lisse, très froid. On bavarde donc. Et puis au bout d'une demi-heure, il dit, vous rentrez quand à Paris? Ce soir, Mr. President. Il a putain, un peu loin. Hein. Je suis pas sorti d'arguments formidables. Et au moment où j'ouvre la porte, il me dit, je crois que j'ai décidé. Ah, putain, il va m'achever ce coup. C'est pour vous rendre service. Vous pourrez progresser. Vous avez décidé, président? Cisco, hein, un des plus grands ensembliers américains. On peut savoir ce que vous avez décidé, président? J'ai choisi ici le Moulineau. Très bien. Excusez-moi encore, mais est-ce que je peux savoir pourquoi? Et là, je répète ça dans les écoles de commerce et tout. Parce que vous êtes venu.
quand vous êtes à l'ESSEC ou à HEC et que vous voulez vendre une boîte, si vous n'êtes pas capable de la vendre vous-même, si vous envoyez une cassette ou un peu d'Internet, c'est de la merde. Il y a un moment où, face à des gens qui sont un peu messianiques, et ils le sont beaucoup, ben, il faut que vous soyez vous aussi messianiques. Ici, Cisco s'est installé là, ça a été un bordel d'ailleurs, je ne vous raconte pas, parce qu'il a fallu démolir un immeuble pour les installer. Oui, mais ça vous plaît de démolir les immeubles pour en construire d'autres, là. Ici, là... J'ai bien compris que le préfet il avait compris que c'était un jus d'orange, quoi, Cisco. Donc, et voilà. Et alors évidemment, maintenant, comment les gens disent, mais comment vous avez fait pour Capgemini? Et comment vous faites pour Orange? Et comment vous faites? Ben, je dis oui, c'est comme ça. On s'est à un moment orienté. Hier, je discutais avec Intermarché parce que j'ai préservé une halle, la halle de Séguéla. Vous savez, il s'est installé un moment dans une halle, on l'a désamianté, déshabillé. Parce qu'il avait mis de l'amiante, ces gars-là, en plus? Non, il en est bien capable. Et alors, ça fait quand même quelques millions de travaux, tout ça. Hein. Il a fallu l'envoyer en province. Bon. Et puis, ils vont faire maintenant une moitié Orange, et l'autre moitié, la meilleure fromagerie, la meilleure viande, la meilleure boulangerie et tout. Et 7 jours sur 7, les gens vont venir là, ce sera la halle Gustave. Comme ça, ils viendront de la Tour Eiffel en bateau pour manger ici. Vous voyez, c'est comme ça. On va dire, oh, il en a des idées scientifiques, bien sûr. Voilà. Bon, Jean-Marie Bourget, on écoutera André Santini, qui est un conteur évidemment finlandais, mais finalement il nous raconte qui va faire la danse du ventre devant le patron de Cisco, et les boîtes françaises, comment est-ce qu'on peut les faire grandir, comment est-ce qu'on peut transformer la start-up en licorne et la licorne en multinationale? Je ne sais pas très bien, mais ce que je pense, c'est que les entreprises françaises seront aussi capables d'être aussi bonnes que les entreprises américaines. Elles ne sont pas plus fortes que nous. On a des bonnes écoles, on a des gens qui savent faire des affaires. Je pense qu'il n'y a pas de problème. On a des bonnes politiques au niveau national qui favorisent les entrepreneurs. La question, c'est comment les collectivités arrivent à trouver des partenariats avec les entreprises. Parce que si on a l'impression qu'on met un ring avec les entreprises contre l'acteur public et que c'est la bagarre, ça ne marchera pas. C'est le talent d'Issy-les-Moulineaux, c'est d'avoir justement joué, parier sur les entreprises pour développer, et on voit bien que ça revient. Hein, donc. Mais pour faire ça, il faut avoir des capacités de négociation de bon niveau avec ces entreprises, hein, parce que c'est pas des enfants de cœur aussi. Si on se fait bananer à toutes les affaires qu'on signe, on le voit dans les grandes entreprises d'État qui sont fait avoir. Ils sont pas bons. Hein. Mais oui, il faut être bon dans la négociation, il faut avoir des compétences sur les sujets dont on parle. Il s'agit de compétences numériques dans ce cas-là, il faut avoir des gens capables de discuter avec des entreprises du numérique. Et dans les collectivités, il y a des gens qui sont capables de gérer un peu à l'ancienne de la voirie, un peu à l'ancienne des écoles. Je ne dis pas ça, c'est des qualités, on faisait bien les choses. Mais on n'est pas forcément armé pour discuter avec des entreprises américaines, anglaises, israéliennes, chinoises. Il faut sûrement renforcer nos compétences dans la collectivité pour savoir discuter de pair à pair, intelligemment avec eux, sans en faire des méchants, mais en ne se faisant pas avoir. Éric Le Gall. Oui, je voulais vous parler d'ICI Média, du coup. Parce qu'ICI Média, vous savez, c'est une SEM, une société d'économie mixte. Alors, c'est pas au-delà du statut juridique. L'intérêt d'ICI Média, et c'est ce que je préconise d'ailleurs pour beaucoup de collectivités locales, c'est d'avoir une entité à ses côtés qui soit suffisamment agile et autonome pour pouvoir justement aller rencontrer les entreprises, être rapide pour décider de lancer une expérimentation ou pour les accompagner dans leur projet. Franchement, c'est ce qu'on a fait à ICI Moulineaux. En fait, nous, on n'a pas fait grand-chose. Hein. On accueille les entreprises, elles viennent nous proposer des idées, on dit banco, on y va, et puis on accompagne, et puis quand on est convaincu, moi je vais convaincre mes collègues de l'administration que c'est bien dans les cahiers des charges de prévoir telle ou telle nouvelle innovation, et ça se généralise. Finalement, le cercle est assez facile, mais ce qu'il faut effectivement, c'est être agile, autonome, parfois un peu à côté, quoi. J'ai souvent une formule qui est de dire que innover, c'est désobéir. Parce qu'il faut avoir l'esprit capable de se dire, bon, après tout, chaque fois qu'on me propose une nouvelle idée, on se dit, est-ce que ça va marcher, j'en sais rien. Mais c'est s'empêcher ça. Vous parlez tout à l'heure d'open data, j'ai reçu avec Sabine Lopez, qui est là, qui est chargée de commerce à ICI Moulineaux, une start-up qui veut proposer une nouvelle application pour les commerçants. Et je lui dis, mais c'est pas facile parce qu'il va falloir que vous ayez toute la liste des commerçants à jour. Il faut que vous soyez sûr de votre coût.
Et il nous sort, mais en fait, je l'ai pris sur votre portail Open Data. Toutes les données y sont, c'est vachement bien fait. D'ailleurs, il nous a félicité sur la qualité des contenus. Et donc, grâce à ça, je vais sortir une application que je vais proposer à vos commerçants. Et ben, c'est exactement comme ça qu'on fonctionne. Et pour ça, il faut être agile, autonome et avoir peut-être une entité à côté. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Oui, alors il y a des mains qui se lèvent. Alors attendez, vous allez voir, il y a des gens qui vont surgir avec des micros. Et hop, alors il y a monsieur, madame également. Allez-y, monsieur. Alors, est-ce qu'on m'entend? On vous entend haut et clair. Donc, c'est vrai que bon, ici les Moulineaux, c'est une super ville, je pense, pour parler d'innovation aujourd'hui. Vous êtes d'ici aussi? Vous êtes un... Ouais. Non, je suis du nord des Hauts-de-Seine. Ah bon. Et alors, par contre, ma question, c'est bon, évidemment, ici les Moulineaux, il y a beaucoup de modèles à utiliser, beaucoup de modèles peut-être à répliquer. Mettons demain, on tient le même débat à Argenteuil ou à Clichy-sous-Bois. Comment ça se passe? Parce que là, en termes de population, on n'a pas du tout les mêmes choses. En termes de ressources entreprises sur le territoire, on n'a pas du tout les mêmes possibilités. Comment est-ce que l'innovation, je dis Argenteuil, oui, ou Clichy-sous-Bois, c'est deux villes qui me viennent à l'esprit à deux horizons différents. Je pense que sur les 131 communes, parce que finalement, on peut se dire que les 131 communes d'Île-de-France vont demain voir, alors pas Cisco demain, peut-être vont voir Google pour la prochaine influence ou Amazon. Comment est-ce que ça se passe en pratique pour qu'on puisse répliquer ça? En tant que tel, on peut pas aller. Je pense pas que tous les maires puissent aller aller à Silicon Valley en même temps. Qu'est-ce qu'on met en pratique? Ils pourraient tous y aller, mais André Santini, il était avant, donc alors après c'est beaucoup de choses. Yvonne Scoviti, très bonne question. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que la métropole a un rôle à jouer dans cette sorte de fracture territoriale numérique, quoi, Bien sûr. et d'innovation? Bien sûr, elle a un rôle à jouer, mais ce rôle à jouer, il se mesure pas à l'aune des 131 communes. Il se mesure à l'aune métropolitaine, à l'échelle métropolitaine. Vous avez cité un exemple, je sais pas si vous l'avez fait exprès. On était, nous, à Clichy-sous-Bois. On y est allé, alors, je vais vous dire. Mais moi, je pense que, notamment le numérique, peut, dans des territoires si enclavés, et on connaît l'histoire de Clichy-sous-Bois, de cette autoroute qui n'est jamais arrivée, peut-être que le numérique peut contribuer à désenclaver et à ouvrir. Et si vous regardez le palmarès du dernier festival de Cannes, et que le prix spécial du jury, il vient pas d'un réalisateur ou d'un metteur en scène d'ici les Moulineaux, mais d'un réalisateur de Clichy-sous-Bois-Montfermeil. Alors dans notre domaine, c'est pas dans le domaine entrepreneurial, c'est le domaine artistique. C'est pas mal le festival de Cannes quand même. On a vu pire sur un film tourné, produit par un jeune qui a fait ses armes à Clichy et qui maintenant forme les plus jeunes à ce type d'art pour ceux qui sont intéressés par faire une carrière dans le cinéma, le théâtre et les arts du spectacle. C'est un exemple pour vous dire que, et je le dis avec de l'humilité, mais quand Cisco, quand Orange, quand Capgemini viennent à Issy-les-Moulineaux, bien évidemment ils viennent à Issy-les-Moulineaux, pour les raisons qu'on vient d'exposer, mais ils viennent dans la métropole du Grand Paris. Et puis il y a des choses beaucoup plus techniques derrière. Aujourd'hui, avec le schéma institutionnel qui est le nôtre, la masse fiscale qui représente ces entreprises, elle va plus directement à Issy-les-Moulineaux. Elle remonte à la métropole, et totalement à la métropole, pour l'instant elle va au territoire jusqu'en 2020, et après elle montera totalement à la métropole. Pourquoi? Pas pour priver Issy-les-Moulineaux de ses ressources, pas du tout, mais pour dire, justement, c'est à l'échelle métropolitaine qu'il faut une politique d'attractivité des entreprises. C'est pas un hasard si, j'ai dit tout à l'heure, le maire d'Issy-les-Moulineaux, il est vice-président de la métropole, c'est la stratégie économique. Il y a peut-être une cohérence, il y a peut-être un lien. Il y a peut-être vouloir dire, ces exemples-là qu'on a vus à l'échelle communale qui sont des réussites, peut-être qu'il faudrait les traduire, parce que finalement, la bonne échelle, c'est à l'échelle métropolitaine, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ces grandes entreprises, tous leurs salariés ne travaillent pas ici à Moulineaux, tous leurs sous-traitants ne travaillent pas ici à Moulineaux, leur logistique ne concerne pas qu'ici à Moulineaux, leurs employés n'ont pas que des loisirs à ici à Moulineaux, et voilà. C'est tout un écosystème métropolitain, du fait de l'ampleur du phénomène, on se dit, oui, ça arrive dans une ville qui est gérée, qui a une vision, mais voyons ça à l'échelle métropolitaine. Donc il n'y a pas de conflit et il n'y a pas 131 modèles à répliquer. Il y a un modèle global à voir ce qui est le plus adapté. Et puis il y a une deuxième chose qui est importante, c'est, il y a certains élus qui se battent contre, et pas forcément sur ce qu'on appelle la spécialisation des territoires. On voudrait certains territoires les cantonner. Vous allez faire de la logistique, vous allez faire de la finance, vous allez faire de ce qui est la santé. Bon, ça c'est quelque chose qui est très important à l'échelle métropolitaine. Nous on dit il faut pas cantonner les choses.
Parce que ça induit notamment le matin et le soir ce qu'on appelle les mouvements pendulaires, c'est-à-dire que le mec qui travaille dans la santé mais qui habite dans l'Est et qui doit aller dans l'Ouest tous les jours travailler et qu'on développe des pôles dans l'Ouest, bah du coup tous les jours il Oui, mais prend les à transports. Saclay, ils disent l'inverse. Ils disent au contraire, c'est important de créer des clusters, de mettre les gens ensemble. Ça ne veut pas dire ne pas créer des clusters. Les clusters de Saclay, c'est un cluster de recherche et de développement avec des entreprises. C'est pas la même chose. Moi, ce que je dis, c'est que ce qu'on est en train de promouvoir dans ce SCOT, au-delà de l'aspect innovation numérique, c'est ce qu'on appelle la métropole du quart d'heure. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque métropolitain, s'il veut vraiment vivre de la métropole, il faut qu'il puisse avoir à peu près à quart d'heure de chez lui à pied toutes les aménités qui l'amènent à ce qu'on appelle un métropolitain. C'est-à-dire qu'il vit dans une ville dense, une ville où il y a des services, une ville où il prend pas sa voiture, où il fait pas une demi-heure de voiture pour aller chercher une baguette de pain, ou aller voir un médecin, ou accéder à une activité culturelle ou sportive. Ça paraît des exemples, quelque chose d'assez banal tout ça, mais en réalité c'est très important parce que quand on va voir les métropolitains, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous, si on continue dans ce cadre de vie, on va quitter la métropole. Et donc, pour revenir à votre question, la métropole, c'est pas une addition 131 modèles. C'est un modèle, ce que disait André Santini en préambule de cette réunion, c'est une grande idée, des grandes idées qu'on décline. Je voudrais juste rajouter un petit mot, parce que j'en ai marre qu'on dise que c'est formidable, qu'on a des transports. Tout ce qui est là, on l'a fait. Mais vous oubliez ce qui était avant, une usine d'ordures. Formidable une usine, avec les cheminées de 80 mètres qui ont fini par se casser la gueule. Il paraît qu'il n'y avait pas de pollution. Mais ils n'étaient pas au courant, comme à Tchernobyl. Donc, une usine d'incinération. 6 mois avant les élections, on me dit, c'est formidable ça. Je me suis bagarré avec tout le monde, y compris Voynet, qui a accepté. J'ai dit, écoutez, vous n'allez pas m'emmerder. 6 mois avant les élections, ça sent un peu le Trafalgar. Hein. Donc, où tout le monde signe, écolo et autres, où il n'y aura pas d'usine d'ordures. 1 milliard. Ils ont tous signé. Et on a l'usine la plus moderne du monde. On vient la voir du monde entier. Même l'émir du Qatar, il va avoir une expo universelle bientôt, il n'a pas d'usine pour brûler les trucs. Alors, vous savez, se farcir une usine d'incinération, tu ne pourras plus rien construire. Non, on ne construit plus rien. À un bout, c'est le siège européen de Microsoft. Et à l'autre bout, c'est donc Capgemini, Orange, Nestlé et ICAD. Rien du tout. Et on va recommencer une autre opération un peu plus loin, sous les fumées théoriques de pollution de l'usine. Donc c'est pas mal comme handicap avoir une usine d'ordures. La preuve, c'est qu'à Ivry, ils se tapent pour la faire, ils se bagarrent, je t'encule, tu m'encules, bon, c'est amusant. Mais je sais pas s'ils vont réussir à la faire. Alors, il faut aussi surmonter les obstacles. Non pas les transporter, les transformer en avantage. Mais moi je dis à mes collègues, écoutez, bien sûr qu'il faut une stratégie, bien sûr que... Enfin, moi j'arrive dans une ville où il y a le métro, où il y a la Seine, où il y a le périph'. Quand même, c'est quelques arguments à vendre. Chacun a des arguments à vendre. Quand mon ami Delannoy, aux puces, c'est formidable les puces, merde. Hein? Vous trouvez pas? Il faut qu'il fasse mousser son truc. On lui a donné la région comme personnel. C'est pas terrible, mais enfin, ça fait quand même un petit peu de monde. Et donc, vous voyez, transformer un handicap en avantage, ça fait partie de la stratégie. Il ne faut pas avoir peur. Juste un mot pour aller complètement dans le sens d'André, c'est qu'en fait, la personne finalement ce qui fait que le maire arrive à fédérer un certain nombre de choses, c'est parce qu'il sent les évolutions. André disait qu'effectivement, il avait fait quelque chose à partir des usines. Eh bien, nous, à la métropole, on a fait ce qu'on appelle Inventons la métropole, qui sont quelque chose qui coûte quasiment rien en finances publiques, mais qui permet de développer des projets métropolitains dans l'ensemble des communes. Moi, personnellement, je pense qu'on devrait aussi utiliser à plein l'opportunité que représente l'arrivée du Grand Paris Express. Parce que le Grand Paris Express, c'est pas uniquement des gares, mais c'est des possibilités en matière numérique de mettre des data centers, de mettre des tiers-lieux, de mettre des espaces de coworking. Bref, on pourra aussi rééquilibrer d'une certaine manière finalement cette métropole vers probablement des communes qui sont moins riches, je dirais, que ici les Moulineaux ou la mienne, le 15e arrondissement, parce qu'on profitera des opportunités à venir. Et le Grand Paris Express, ça va être une opportunité justement pour ça. Allez, madame, vous aviez une question. Merci.
Bonsoir. Effectivement, j'utilise Quant depuis, je ne sais plus, 3 ou 4 ans, pratiquement depuis le début. Et merci aux collectivités d'aider à son développement. Est-ce que les collectivités ne pourraient pas également être actives pour le développement du système de positionnement Galileo, système européen développé par 5 pays, dont la France, qui a une meilleure résolution que le GPS, qui n'espionne pas les gens et qui ne commercialise pas les données personnelles. Alors peut-être que dans le cadre de la métropole du Grand Paris et de l'innovation, il pourrait être fait quelque chose dans ce sens-là. Actuellement, je n'arrive pas à trouver de téléphone équipé avec Galileo, justement. C'est pour ça que j'en ai pas. Merci. Merci beaucoup, madame. Qui veut répondre? Jean-Marie Bourgogne, Éric Le Gall Eh ben, vous allez... Non, Jean-Marie Bourgogne, vous avez eu la parole. D'abord, une remarque. D'abord, j'ai l'impression que Galileo n'est pas complètement déployé, ou qu'il est en début, et que donc, si vous n'arrivez pas encore à accéder, s'il n'y a pas encore d'offres, c'est parce que le système n'est pas terminé, ou commercialement pas complètement lancé. Mais je fais une remarque importante. D'accord. D'accord. Mais je fais remarquer que le signal GPS est un signal qui nous arrive sur nos téléphones. Il est gratuit pour le recevoir. C'est l'armée américaine qui le produit, mais il n'est pas conditionné d'accès. On le reçoit gratuitement. Prenez un micro si vous voulez exprimer, parce que en plus comme ça, les internautes pourront profiter de. Regardez, hop, juste. Mais en tout cas, le GPS c'est le meilleur exemple de l'open data. C'est vraiment une information en open data. Il est gratuit, d'accord, mais il vous espionne. Et il revend les données, et puis le jour où M. Trump décidera de l'arrêter, tout s'arrêtera. C'est un système américain. Si on a fait un système européen, je pense que c'est pour qu'on l'utilise. Alors je pense que c'est plutôt les téléphones qui vous espionnent, c'est plutôt les téléphones de Google et Apple qui vous espionnent, qui sont aussi d'ailleurs des Américains, accessoirement, parce que le signal, lui, il est assez passif, on ne sait pas qui le reçoit. Ouais. Daniel Georges Courtois. J'étais exactement sur la même position. Galileo, c'est vrai que ça fonctionne très très bien, et ça fonctionnera à terme, mais j'ai pas le sentiment aujourd'hui que ça soit complètement entré dans une phase définitivement opérationnelle. Alors moi c'est peut-être une erreur, mais on peut regarder en tout état de cause. Je pense que la question de Galileo, pour le coup, ça dépasserait assez fortement l'enjeu de la seule métropole du Grand Paris même. Ça, c'est quelque chose qu'il faut au minimum traiter au niveau national, voire pourquoi pas au niveau européen. Et il est opérationnel puisque, à ma connaissance, si on m'a donné une bonne information, la gendarmerie utiliserait 400 appareils équipés de Galileo. Oui. Alors voilà encore un bon exemple de souveraineté. Effectivement, si l'Europe a mis beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de milliards pour faire Galileo, c'est parce qu'ils sont aperçus qu'en fait leur armée, leurs services de secours, les pompiers, les habitants, les transports utilisaient un signal qui appartenait aux Américains, et que les Américains pouvaient du jour au lendemain arrêter en disant vous n'êtes pas amis avec moi, je vous le coupe. Et donc, c'était important qu'on ait cette souveraineté. Alors, est-ce que entre Européens, on se mettra d'accord pour le faire fonctionner, ou est-ce qu'à 27, ça partira à U et à Dia, on n'arrivera à rien? Ça, c'est un risque aussi. Ouais. Éric Le Gall, vous avez le sentiment que les collectivités territoriales ont non seulement un bon exemple à donner, mais en plus une impulsion à donner? Oui, enfin sans prétention quand même. Ce qu'on essaie de faire nous, c'est de montrer l'exemple, effectivement. Donc soit en adoptant nous-mêmes des outils, Quant, c'est un bel exemple. Hein, c'est le message qu'on fait passer à la population et aux différents acteurs. Soit encore une fois en expérimentant. Quand vous parlez de Galileo, pourquoi pas? Mais ce qui nous intéresse, c'est quels usages. Et ce qu'il faut, c'est venir nous voir avec des cas d'usage et des usages qui pourraient être utiles pour. Les usages, on connaît, c'est le GPS. Là, mais avec des choses qu'on peut déployer. Soit différent du GPS actuel, parce que là les gens l'ont clairement adopté et il n'y a pas la killer application, comme on dit, qui ferait basculer d'un point à un autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Il y a une question là-bas de monsieur, mais levez les mains bien haut parce que je ne voudrais pas vous oublier quand même. Oui, merci.
C'est juste plutôt pour faire un commentaire. Ça fait plusieurs fois que vous parlez de innovation et d'expérimentation. J'avais eu la chance d'animer à côté de vous, d'ailleurs, la grande métropole du Grand Paris avec les inondations. Et je suis venu dire ce soir que la première maison que j'avais construite sur cette question de l'inondation, c'est la maison Chocolat, ici les Moulineaux. Et si André Santini n'avait pas mis le règlement en place sur la réduction de vulnérabilité et n'avait pas eu cette ouverture sur l'esthétique, on n'aurait pas pu faire avec cette maison et les couleurs tout ce qui était de la résilience, de la transparence hydraulique, du reflux, de l'entrant de l'eau. Et je pense que, comme vous l'avez vu, sans cette maison-là que j'ai dû construire en 2007, on ne pourrait pas s'attaquer à la question telle qu'on l'avait débattue à la première réunion à Nogent sur qu'est-ce que c'est. Mais je vous reconnais, monsieur l'architecte, je vous reconnais. Oui, mais je suis venu spécialement pour dire qu'ici, l'innovation, ça a été l'expérimentation d'un maire et qui, à partir d'une maison, pourrait pratiquement sauver un territoire. Voilà, donc ça, vous avez fait un petit lapsus tout à l'heure, innovation, inondation, pardon, j'en ai profité, mais c'est vraiment cette question de la mutualisation de l'expérience, voilà quelque chose qui, y compris, pourrait s'informatiser, mais y compris pourrait participer à un territoire plus large que celui de la parcelle. Ivo Iskovic va vous répondre, Oui, et puis j'ajoute cette question qui est proche, quoi. Avec toutes les contraintes et les normes qui existent, comment les villes peuvent-elles expérimenter des innovations? Bon, je crois qu'André Santini a répondu. On commence par l'architecte. J'ai dû autoriser qu'on construise une maison chocolat, comme j'ai autorisé à côté des maisons noires. Chocolat, c'était la couleur ou c'était la texture? C'est très compliqué. Chocolat, c'est la couleur finale, mais à l'origine, c'était des bétons mexicains, Mexicanos Cemantes. Vous êtes très Mexique en ce moment. Hein, ouais. J'adore le Mexique. Vous ne savez pas que Cemantes Mexicanos, sur les bords de Seine, vous voyez les toupies, là, ce sont des Mexicains. Depuis un siècle, ils fournissent du béton. Et là, ils avaient une couleur. Alors, je sais pas, c'est monsieur lui-même qui dirigeait tout ça. Ils sont venus me dire, il y a une merde terrible, etc. Ils vont faire une maison chocolat. Pardon, je n'ai pas compris. Quoi? Une maison chocolat. Ils ont fait la maison chocolat. Parce que le maire, vous vous rendez compte? Il faut que le maire donne son aval pour faire une maison chocolat. Mais qui on emmerde? Elle est en vente 12 millions aujourd'hui, la maison chocolat. Vous le savez, ça, au moins? Vous vous rendez compte? Vous connaissez beaucoup de maisons en vente à 12 millions? Parce qu'elle est très belle. Moi, j'ai été l'inaugurer. Moi, j'aime bien les choses nouvelles. C'est un principe, qu'est-ce que vous voulez? Ça, l'ADN, vous l'avez dans le sang ou vous ne l'avez pas. Hein. Si vous êtes conservateur régulier, c'est intéressant. Mais l'innovation, chaque fois, il y a un truc bizarre. C'est pas juste du numérique, l'innovation. Hein, c'est de l'architecture aussi. Exactement. L'architecture fait partie du numérique. Ivo Iskovic. Mais pour vous dire que ce que dit André Santini, quand on veut dépasser les contraintes, on peut. Surtout quand on est maire et qu'on est attentif à tout ça, on peut dépasser les limites. Et puis, vous nous tendez une perche sur le lien entre ces innovations numériques, ces mondes numériques et finalement des bons vieux risques tels que celui de l'inondation. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit? On s'était dit, quand il y a eu la crue de 1910, les crues. Ah oui, 1910. La crue centenale, il n'y avait pas tous les réseaux qu'on a aujourd'hui, notamment les réseaux numériques, avec tout ce qu'ils impliquent. Donc imaginez aujourd'hui, c'est un peu l'envers de la médaille de l'innovation et du numérique, des inondations qui n'auraient pas prévu ce risque lié aux infrastructures numériques. Vous parliez de blackout tout à l'heure, ce serait pire que ça, parce qu'on mettrait à plat une grande partie du cœur névralgique de la métropole. C'est pour vous dire... Oui, Olivier de Lagarde, que même entre la première et la dernière réunion, il y a un lien. Mais tout est dans tout, il y a une cohérence dans ces réunions publiques. Regardez, il y a même les intervenants, ils reviennent ensuite. Et on est ici en bord de Seine. Ce qui montre bien que si ici il y avait une crue centenale qui nous arrivait, voire plus qu'une crue centenale, si les experts disent vrai, ici les Moulineaux seraient un tout petit peu les pieds dans l'eau, et la façon dont on aura imaginé à travers des choses qu'ils nous ont dit comme la maison chocolat, mais il y a peut-être d'autres exemples, l'avenir et la pérennité des systèmes d'information s'il passait quelque chose, un tel événement, c'est aussi de l'innovation. On ne fait pas que l'innovation en faisant du numérique et de l'open data. Jean-Marie Bourgogne. Oui, alors je voudrais répondre à la question que vous avez posée, puis à celle qui a été posée tout à l'heure. Comment faire de l'innovation dans des territoires qui ne sont pas aussi reconnus qu'ici les Moulineaux? Alors d'abord, on n'est pas obligé de faire des grands projets
colossaux, où on met tout notre argent d'un coup d'un seul. Il faut vraiment le faire par étapes, par petits pas, en commençant par des petits projets. Donc ça, c'est vraiment important. On n'est pas obligé de mettre, en gros, c'est pas un gros ticket d'entrée pour commencer. Mais ce qui me paraît très important, c'est de le faire dans la durée. Parce que faire un projet pendant 3 mois, pendant 3 ans, enfin, du cinéma, et puis s'arrêter, c'est terrible. Ce que je constate quand on parle d'ici, c'est que ces projets-là, c'est 40 ans qui sont menés. C'est-à-dire, depuis 40 ans. Avec 40 ans qu'on essaie de se débarrasser d'André Santini. Et que la durée, et donc, Saint-Ouen, Argenteuil pourrait très bien se lancer dans des projets d'innovation, ils le feraient très bien, mais il faut qu'ils se disent que le retour sur investissement, c'est dans 10 ans qu'ils l'auront. C'est pas dans les 3 mois, c'est pas dans les élections. On est sur du temps long, alors. Alors c'est du temps long, et alors on voit bien que dans les agendas politiques, c'est pas facile d'ailleurs à tenir la durée, parce que justement les alternances font que ce qui a été fait est fait. Mais en tout cas, moi je vois très souvent beaucoup de communication, c'est vraiment du marketing sur l'innovation, mais en général ça va pas loin, au bout de quelques mois ça disparaît. Il faut plutôt s'inscrire dans de la durée, et ça demande des gens courageux, enfin vous savez, vous les menez depuis très longtemps. Allez, on a peut-être le temps de prendre une dernière question, s'il y en a une. Vous voulez, allez-y, monsieur, lancez. Je sens que vous hésitiez en disant, j'en ai déjà posé une, est-ce que j'ai le droit d'en poser une deuxième? C'est cadeau. Alors c'est vrai qu'il y a le temps long pour les innovations, pour favoriser l'innovation sur le territoire. Après, pour partager, je pense par contre dans le cas de la métropole, il y a vraiment matière à partager plein de bonnes pratiques. Est-ce que par exemple l'application Mairie d'ici sur Alexa, elle pourrait demain être implémentée à Argenteuil, et comment est-ce que ça se passerait en pratique? Et est-ce qu'il y a au-delà de ça, donc déjà est-ce qu'elle est open source aussi et donc partageable de cette façon-là? Et est-ce que il y a un cadre au sein de la métropole pour permettre de partager ça, de dire ah tiens, il y a quelque chose de super qui a été fait avec Paybaphone sur ici les Moulineaux, comment est-ce qu'on en fait profiter les autres collectivités rapidement? Et parce que j'entendais votre réponse tout à l'heure, Monsieur Santini, sur oui, ça demande, il faut que chacun s'approche de ces obstacles. Donc il y a l'aspect enjeu, enfin implication individuelle. Mais bon, si on dit ça au niveau de l'ensemble des communes d'Île-de-France, il va y avoir toujours, de la métropole, il y aura toujours un côté, il y a les meilleurs, et puis il y a les 80% de moins bonnes, quoi, celles qui se seront pas remontées les manches. Et donc comment on fait pour qu'il y ait des quick wins, quoi, vraiment des gains. Je vous interromps parce que Yvan Escovitch est en train de nous montrer ses photos de vacances. Ah oui, c'était très... Non, il nous montrait la maison chocolat. Formidable. Alors, peut-être une réponse, vous êtes exactement... Puis Éric Le Gall répondra également, parce que c'est quand même son bébé. Vous êtes exactement au cœur de notre démarche. On a fondé et on a monté ce qu'on appelle les explorateurs du numérique à la métropole, qui justement permet de dupliquer et d'étendre à l'ensemble des collectivités les bonnes pratiques qui peuvent se faire. Et notamment les explorateurs du numérique se bâtit avec des cadres des différentes collectivités locales de la métropole, qui se rencontrent une fois par mois, justement pour échanger l'ensemble des bonnes pratiques. Et lorsque, si on prend l'exemple de cette application, si on se rend compte qu'elle peut être étendue à l'ensemble de la métropole, on va passer des explorateurs à ce qu'on appelle les bâtisseurs, et on pourra effectivement promouvoir et mettre en œuvre cette application à l'échelle de la métropole. Donc c'est effectivement quelque chose que nous mettons en œuvre avec un financement qui justement permettra de passer d'une commune à plusieurs communes. Mais ça, c'est exactement la démarche qu'on met en œuvre à la métropole du Grand Paris en matière de numérique. Éric Le Gall ? Oui, enfin, je ne vais pas ajouter grand-chose de plus, si ce n'est que c'est plus une méthode qu'on peut partager, qu'on ne va pas dupliquer de toute façon ce qu'on fait d'une ville à une autre d'une manière extrêmement précise. En revanche, la méthode qui est de dire on a trouvé un tel service, ça peut aider. L'application dont je vous parle, elle s'appelle Mairie d'ici aujourd'hui, vous pourriez l'appeler Mairie d'Argenteuil si vous voulez, parce que demander un passeport dans toutes les mairies, c'est à peu près la même démarche. Donc ça peut se faire. Et ce qu'il faut, c'est partager. On est aussi beaucoup sur les projets européens, par exemple. Les projets européens, ça nous permet de partager avec d'autres villes européennes, cette fois-ci. Et là aussi, ça nous permet non seulement d'innover techniquement, mais aussi de comprendre comment dans les différentes villes, on appréhende ces sujets-là. Et c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. Bien, allez, il va être temps de conclure, et je vais passer la parole à Yvan Escovitch. Et puis, il y a une petite question en plus qui va vous permettre de prendre votre élan pour bien conclure. L'accueil de nouvelles entreprises et le stockage de données nécessitent beaucoup de foncier. Comment est-ce que vous intégrez tout cela dans une métropole dense? Quelle est la place finalement de l'innovation dans cette métropole aussi serrée que la métropole du Grand Paris? Oui, c'est drôle que cette question,
tombe maintenant, alors que André Santini nous a expliqué comment il avait fait cette salle. Le foncier. Parlons-en du foncier. Voilà, on crée la surface. On rehausse, on creuse. Les data centers, on sait qu'aujourd'hui, le data center qui a un cube en entrepôt, c'est fini. Qu'on peut faire data center en souterrain. Qu'on peut faire data center qui réchauffent, qui font du chauffage urbain. André Santini vous a parlé d'Icéane, une usine de méthanisation des déchets en plein cœur de ville. Le foncier aujourd'hui, il se gère et il s'aménage. Il s'agit de le faire intelligemment. Il ne faut plus avoir des... Vous vous souvenez, Olivier de la Garde, quand on était à Gennevilliers, on nous a dit « mais nous on veut garder de l'industrie ». Mais oui, mais on imaginait tous les hauts fourneaux en plein centre-ville, alors qu'il y avait plein d'industries aujourd'hui qui sont propres, qui font pas de bruit, qui sont pas consommatrices d'espace comme les grands industriels. On n'est pas dans l'usine PSA d'Aulnay, parce qu'on n'a pas plus besoin des mêmes types, on n'a plus le même type d'industrie, l'économie a muté. Et donc c'est marrant qu'on soit dans cette salle et poser la question, le foncier on le crée. À condition, et moi je pense que dans ce SCOT on a été assez clair là-dessus, de ne pas le gâcher le foncier. Parce qu'aujourd'hui quand vous voyez des quartiers d'affaires, qui, contrairement à Issy-les-Moulineaux où vous avez de l'emploi, mais vous avez une vie du lundi au dimanche, parce que quand ceux qui rentrent travailler rentrent chez eux, ceux qui viennent dormir à Issy-les-Moulineaux sont là. Ce qui n'est pas le cas à la Défense, et on en a parlé plusieurs fois dans ces réunions, où finalement on a considéré que le foncier était cher, et en réalité on a fait des quartiers totalement morts, qui vivent 5 jours par semaine, de 8h à 19h, et après vous avez de l'insécurité, des commerces fermés. C'est pas le cas ici, donc c'est la preuve que le foncier, on peut l'utiliser, on peut en faire ce qu'on veut, à condition de ne pas le gâcher. Si ça peut permettre d'être une conclusion, Olivier de la Garde, j'en serais heureux. Je voudrais encore une fois remercier le président Santini de nous avoir ici accueillis dans sa mairie, dans cette magnifique salle qui montre qu'on peut utiliser le foncier, en plus un foncier historique, sans le gâcher, et qu'on peut en faire quelque chose de très beau, qu'on peut avoir des ambitions pour sa ville sans pour autant qu'on puisse avoir la possibilité, sans avoir la contrainte des règles et de les dépasser, en étant un peu précurseur, en espérant que cette métropole, avec ses grandes idées qu'on est en train de faire passer dans le schéma de cohérence territoriale, trouvera écho dans ces modèles que sont notamment la ville d'Issy-les-Moulineaux. Je vous remercie aussi d'avoir assisté à cette réunion. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la dernière réunion à Créteil, sur l'université de Créteil sur la pollution. Et vous dire que ce ne sera pour moi ma dernière réunion, et remercier Olivier de la Garde d'avoir animé avec tant d'entrain, d'enthousiasme et de compétences et d'intérêt ces réunions. Le président Ollier est lui-même tout impressionné de la façon dont vous avez été précurseur. Vous avez su prendre le sujet à pleine main. Je ne sais pas ce que vous avez à me demander, mais la réponse rien est du oui. tout, voilà. Rien du tout. Rien du tout, juste pour vous remercier de votre engagement à nos côtés, à côté de toute l'équipe qui m'accompagne dans ce SCOT, les services de la métropole, nos AMO, concertation, les agences d'urbanisme, qui font un travail remarquable. Et puis, j'espère que vous entendrez parler de ce schéma de cohérence territoriale dans les prochains mois, parce que j'espère qu'on va pouvoir l'arrêter au moins avant les élections municipales. Et puis après, il appartiendra à ceux qui sont élus en 2020 de continuer. Et quand vous entendrez parler de la métropole du Grand Paris, vous saurez un peu plus ce sur quoi on travaille et les exemples qu'on prend, notamment celui d'Issy-les-Moulineaux. Voilà, merci à vous. Tonnerre d'applaudissements pour nos participants. Et puis donc, on se retrouve tous, évidemment, à 18h à Créteil, mercredi prochain. On fera l'appel. Bonne soirée à tous.